J'étais sur place au moment où il y a eu les pires inondations que le Japon ait jamais vues. J'ai dû être évacuée, je suis revenue quand même. Et toi, t'es là en train de manger ton onigiri sur le parking d'un combini où devant toi, toutes les maisons sont entièrement détruites. Et tu vois encore genre les tansu, donc les meubles des gens, écrabouillés sous les vestiges du toit. Parce qu'on dit au Japon que le Daruma, même s'il tombe 7 fois, il se relève toujours la 8e. On m'a dit texto, nous, le lac de Hajima, on préfère que ça disparaisse, que ce soit des femmes qui le fassent. Hello, hello! Aujourd'hui, on accueille Cécile dans l'émission. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invitée. Qui est une experte, on peut le dire, en kokeshi. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Tu vas nous expliquer aussi ce qu'est une kokeshi pour les gens qui ne savent pas. Est-ce que tu peux juste te présenter brièvement pour les viewers, histoire qu'ils te... Ouais. Alors moi je m'appelle Cécile, j'ai 26 ans et du coup j'aime beaucoup l'artisanat, je suis allée pas mal de fois au Japon et c'est pas mon métier mais c'est lié à ce que je fais. Ouais, bah du coup c'est ça que je voulais voir avec toi parce que ce qui m'intrigue beaucoup c'est comment t'en es arrivée au Japon à partir de ton métier. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie et comme ça on peut... Bah alors moi dans la vraie vie, je travaille dans le cinéma, je travaille sur les plateaux de tournage pour des longs métrages et je suis assistante réa. Ouais. Donc je m'occupe de l'organisation des tournages, de la planification, la gestion, enfin la communication entre les équipes et je m'occupe beaucoup des comédiens et ça m'arrive aussi assez souvent de faire du casting de figurants et de gérer les figurants sur les tournages. Là en ce moment je travaille sur un long métrage où je suis au casting de la figuration. C'est pour ça merci beaucoup d'avoir accepté parce que avec plaisir. C'est son jour libre et elle est venue ici donc ça fait super plaisir. Voilà, mais ce qui du coup n'a aucun rapport avec le Japon. Ça n'a rien à voir avec le Japon, mais c'est passionnant, j'aimerais bien parler de ça aussi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au Japon du coup? Comment c'est venu? Parce que là, tu as une formation vraiment dans le cinéma? Ouais, moi j'ai fait une école de cinéma, donc j'ai un diplôme d'une école de réalisation audiovisuelle, du coup vraiment très éloignée. Mais le Japon, en fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Il n'y a pas vraiment de raison précise à ce que... tu sais, il y en a beaucoup qui disent j'ai commencé à regarder des animes ou des trucs comme ça, ou la langue, je sais pas. Ouais, bah alors... Dans ton cas, est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait que ça t'a intrigué? Bah, je sais pas, honnêtement, je sais pas exactement s'il y a eu un truc, je pense, mais j'ai des magazines où j'ai des photos et des magazines sur les temples japonais de quand j'avais 8 ans. Que j'ai retrouvé quand je déménageais chez mes parents. Non. Genre dans ma chambre d'enfant. Et des temples quand même. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'avait filé ça? J'en ai aucune idée. Je sais pas si je l'avais trouvé, je sais pas, sur une vide-grenier ou si j'avais acheté ça à la librairie, enfin tu vois, au vendeur de magazines à côté de chez moi. Mais donc j'ai ça depuis longtemps. Et je me suis mise un peu plus tard aux animés, genre quand je suis rentrée au collège. J'en ai... Enfin, plutôt au manga d'ailleurs. Moi j'ai toujours été plutôt au papier. Et donc j'en ai regardé, j'en ai lu beaucoup. Et à ce moment-là, j'ai commencé du coup à vachement m'intéresser au côté assez authentique de ça parce que ça m'intriguait énormément. Et donc j'ai commencé à apprendre la langue, d'abord toute seule quand j'avais genre 13 ans. Puis après, j'ai réussi à convaincre mes parents de m'envoyer en école de japonais le samedi matin. Donc moi, quand j'étais en 4e, 3e... T'étais en école en plus le samedi? Ouais, le samedi matin, j'allais faire 3 heures de japonais dans le centre de Paris alors que j'habitais en banlieue. Mais putain, la motivation. Et après, donc j'ai eu quelques problèmes de santé, donc j'ai dû arrêter. Et puis au lycée, j'ai repris en ayant d'abord des cours le soir, un petit peu. J'ai passé mon bac option LV3 japonais. Et du coup, je suis partie au Japon pour la première fois quand j'avais 15 ans, avec ma mère et ma meilleure amie d'enfance. Et on a fait le trajet hyper classique, très touristique, Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo. Et en fait, je me suis pris une claque quand on est arrivé à Kyoto et Nara. C'est que c'est les deux villes qui t'ont le plus marqué? Ouais, surtout Kyoto. J'ai eu ce truc de... Tu sais, il y a... Les temples des magazines? Ouais, en plus, les temples des magazines, c'était pas ça, c'était genre la Kumano Kodo. Improbable d'avoir ça chez moi quand j'avais 8 ans. Bref. Ouais, c'est clair. Un autre débat. Mais ouais, non, en fait, j'ai eu ce truc de... Après, c'était il y a du coup plus de 10 ans maintenant, c'était en 2014. Donc, il n'y avait pas non plus aussi il n'y avait pas la même quantité de touristes. Il y en avait déjà, clair. Mais après, on était en plus au moment des cerisiers en fleurs, tout ça, le côté très idyllique. Et
Et ouais, non, j'ai été hyper marquée par le pays, par la gentillesse des gens. Et je me souviens très vivement d'une balade sur le chemin des philosophes à Kyoto. J'étais avec ma meilleure amie d'enfance qu'on est depuis qu'on a 2 ans et demi, à rentrer dans une petite boutique qui vendait du coup de l'artisanat fait avec des fils de soie, des petites sortes de trucs, des suspensions. Attends, mais genre, waouh. Et quelques jours plus tard, on arrive à Tokyo. Et là, j'ai senti un truc de c'est trop. La foule, les bâtiments, tout. Il y a eu un truc de transition où je me suis dit, ok, là c'est beaucoup, c'est bien, mais là-bas c'était vachement mieux. Et donc... Mais parce que quand vous êtes partis... On a pris le Shinkansen de manière très classique, on s'est fait un Kyoto. Mais vous Tokyo. avez atterri à Tokyo ou Non, on a atterri à Osaka. C'est ça? Donc vous avez remonté en fait. C'est ça. Il y avait déjà eu une réflexion sur comment rentabiliser le voyage et pas perdre de temps. Ce qui deviendra un mème assez récurrent de tous mes voyages globalement. Donc voilà. Et du coup, quand quelques années plus tard, la question s'est posée... Enfin non, la question s'est pas posée. C'est que moi, j'ai demandé à mes parents de retourner au Japon pour aller en école de japonais pendant 1 mois. Ah oui, d'accord. Parce vraiment en fait, ouais, c'est ça. Mes vacances d'été, juste après mon bac au Japon, je leur ai dit et je veux aller à Kyoto. Je veux pas faire ça à Tokyo. Et j'ai réussi à les convaincre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai eu mon bac et le lendemain des résultats, je suis partie toute seule au Japon en famille d'accueil. Génial. Et j'ai atterri chez une mamie de 80 ans qui était une ancienne tisseuse de kimono. Oh purée. Et du coup, voilà, l'histoire d'amour avec l'artisanat a commencé là, globalement. Ah ouais. Et elle t'a montré des trucs Bah ouais, en fait... Elle travaillait plus, mais dans la maison, qui était une très vieille machi, encore plus vieille qu'elle, alors que déjà elle était très âgée, elle parlait pas un mot d'anglais à part yes et good, ce qui a été super parce que ça m'a vraiment forcée à parler, parce que c'est ça là qui est très compliqué avec les langues globalement, c'est la transition entre comprendre un peu, arriver à écrire et arriver à mettre des mots dans une phrase, voilà. Et donc ça m'a vraiment forcée parce qu'on s'est mis à beaucoup discuter toutes les deux. Et dans sa maison, à l'entrée, il y avait l'ancien métier à tisser avec les pelotes en fil de soie d'une beauté extraordinaire. Il y avait un magnifique Butsudan sublime dans l'entrée, enfin dans la washitsu. Et faut expliquer juste le Butsudan parce que je vais mettre une photo à la limite, je sais même pas si ça se fait, mais le Butsudan c'est là où on prie les ancêtres en gros. C'est un petit hôtel où à la maison on a les cendres. Éventuellement. Enfin, on a les photos, en tout cas, on met de l'encens et on prie les ancêtres. Ouais, et elle avait du coup ça, elle en avait un très très grand sculpté, etc. Genre une magnifique. Armoire, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Une grosse armoire. Et encore, ce qu'elle avait fait à la fin de sa carrière, c'est qu'elle brodait des figures religieuses. En fait, Kobodaichi, tous ces moines importants, plein de sortes de Bouddhas différents. Et aussi Jésus. Non. Et en fait, c'est aussi grâce à elle que je me suis rendu compte du rapport assez étonnant que les Japonais avec les croyances à la religion. Ce qui du coup plus tard a amené qu'en fait à la fin de mes études en cinéma j'ai dû écrire un mémoire et que moi je l'ai écrit sur l'influence de la pensée shinto sur le cinéma japonais de 1980 à nos jours. Parce que j'avais un mémoire à écrire sur le cinéma et je trouvais que c'est une super excuse pour parler de Japon. Donc tu as toujours lié le Japon dans tout ce que tu as fait ouais, je me suis toujours débrouillée pour arriver à l'inclure parce que je pense que c'était tellement important pour moi que ouais, je me suis toujours débrouillée pour le mettre à droite à gauche. Quelle influence il a eu elle a eu la religion shinto sur le cinéma. C'est hyper important parce qu'en fait, le shinto, du coup, c'est une croyance qui est très ancienne, qui a plus de 10 000 ans. Et le shinto est tellement intriqué avec l'histoire japonaise, même le premier mot pour définir la base même d'un gouvernement au Japon, c'est Matsuri Goto. Et Matsuri. Et donc c'est en fait la base même d'un gouvernement japonais et de toute façon lié au shintoïsme. Donc en fait, quand on regarde, on peut pas aujourd'hui, quels que soient les Japonais, même s'ils disent qu'eux ils sont pas croyants, ils sont agnostiques, ils sont oui, ils aiment bien dire ça. Hein. C'est ça. Alors qu'en réalité, il y a eux ils le voient pas, peut-être qu'ils le voient pas, mais en tout cas quand tu regardes leur travail, dans tous les cinéastes, quels qu'ils soient, il y a toujours une influence sur leur manière de montrer les personnages, la nature, par exemple, pour un exemple rapide, le travail de Miyazaki, et t'as toujours, dans Totoro, il met pas en scène la forêt, il met en scène la forêt dans laquelle habite le kami Totoro. En fait, ou même dans Princesse Mononoke, la forêt en elle-même, on s'en fiche, ce qui nous intéresse, c'est la forêt dans laquelle il y a le roi cerf. Le reste,
on s'en fiche, on la montre pas. Et parce que c'est là où est l'influence du kami. L'endroit a une importance parce qu'elle abrite un esprit des esprits. Et pareil dans leur rapport à... Donc ça c'est tout ce qui est lié au musubi, donc cette relation entre les relations diverses qu'il peut y avoir donc entre le monde des esprits et le monde des humains, mais pas que, les relations entre les gens. Et donc il va y avoir ça dans le scénario, dans la mise en scène. Okay. Et après, t'as des choses, le rapport à l'éphémère, qu'on voit beaucoup, tout ce qui est lié donc, aux cerisiers, etc., tout ça, qui va du coup mettre en place ce qu'on appelle le mono no aware. Du coup, ce qu'on pourrait traduire par des choses. Tu sais, par exemple, l'inperméabilité de la vie. Et donc, leur rapport, du coup, dans le cinéma, au traumatisme. Et du coup, le fait notamment de changer les couleurs de l'image, jouer pas mal sur du sépia ou sur du noir et blanc. Par exemple, Pluie Noire de Imamura, qui est sorti, j'ai plus la date exacte, mais du coup, au début des années 80, il y avait déjà la couleur, et pourtant, il a décidé de garder le film en noir et blanc parce que ça lui permettait de mettre en place et de renforcer ce côté de l'imperméabilité de la vie. Et du coup, là, c'est l'influence de l'explosion de la bombe atomique sur les gens qui avaient survécu. C'est énorme. Voilà. Donc, ça, c'était mon mémoire que j'avais écrit il y a quelques années maintenant. Vous voyez, j'ai eu raison de l'inviter, vous allez apprendre encore plein de trucs. On n'était pas là pour parler de ça, mais... Non, en fait, si, un peu quand même, parce que j'aime bien demander le parcours, tu sais, pour comprendre un petit peu comment on est arrivé au Japon. Et donc, c'est cette fameuse dame qui t'a accueilli, qui t'a introduit en premier, qui t'a donné cette curiosité. C'est ça, à plein de niveaux, que ce soit sur l'artisanat ou les réflexions sur du coup leur rapport aux croyances qui sont très liées à l'artisanat japonais en fait, parce que tout ce qui est artisanat folklorique qu'on appelle le mingei, parce qu'il y a le kogei, donc l'artisanat utilitaire, par exemple la laque, la céramique, etc. Et le mingei, artisanat folklorique, dans lequel on peut mettre les kokeshi, les daruma, tout pour ceux qui, pour si tu connais, tu vois, les akabeko, donc les petites vaches rouges de la préférée Fukushima avec la tête qui bouge. Je vois. Tous ces objets-là, c'est vraiment l'artisanat folklorique qui, en fait, n'ont pas forcément d'utilité dans la vie quotidienne, mais qui ont une utilité spirituelle un peu. Spirituelle, qui sont en fait quasiment toutes liées à des croyances diverses et variées. Souvent de la protection pour les maladies, globalement, hein. Mais, ou alors quasiment tout, c'est des engimono, donc des objets, des porte-bonheur. D'accord, oui. Protecteurs. Mais les omamori, ça en fait partie ou pas du tout? C'est pas du mingei, les omamori. Là, ça fait partie des engimono, mais par l'autre côté. Le côté un peu vraiment... Après, sauf si des fois, t'achètes des omamori vraiment faits à la main. Oui. Mais là, c'est plutôt de l'artisanat, parce que c'est pas folklorique. C'est pas parce que la notion d'artisanat folklorique, elle est très liée au fait que ce soit fabriqué dans un endroit, par exemple, les kokeshi, elles sont fabriquées dans un village, enfin, dans plusieurs villages, mais que, par exemple, tel kokeshi est fabriqué à tel endroit, et elle peut pas être fabriquée ailleurs parce qu'elle est liée à la culture de tel endroit. Les akabeko, les vaches rouges, elles sont fabriquées dans la région de Aizu, et elles peuvent pas être fabriquées ailleurs parce que elles sont liées au folklore et à l'histoire de Aizu. Ok. Et voilà. Du coup, je pense qu'on n'arrête pas de dire kokeshi, on va vous expliquer ce que c'est, on commence à bien rentrer dans le sujet. Ouais. Moi, je t'ai découverte sur la brocante de Koji. Donc, il y a un brocanteur japonais qui circule un petit peu, pas seulement à Paris, hein, mais moi, c'est sur Paris que je t'ai découverte. Et franchement, tu m'as fascinée. Enfin, c'était hyper intéressant tes explications. Je lui ai acheté des kokeshi et elle m'a expliqué plein de trucs. Tu collabores de temps en temps avec Koji, mais assez fréquemment quand même. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous introduire un petit peu la brocante? Comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent venir faire un tour. Et après, on va rentrer dans le sujet plutôt de tout ce que tu présentes là-bas. Ouais. Alors, Koji, c'est un brocanteur. À la base, Koji, c'est un humain. Oui, Koji, c'est quelqu'un. Un monsieur. En fait, on dit bonjour si jamais il passe par là. Ouais, Koji, en fait, c'est un japonais qui travaille et qui vit en France depuis un grand nombre d'années et qui a ouvert du coup une brocante qui ne vend que des objets japonais vintage. Et ça a commencé il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Juste avant le Covid, il me semble. Où il a commencé tout doucement, juste avant le Covid. Et ça s'est vraiment lancé à partir de début 2021, à partir du moment où on a pu recommencer à faire des trucs, parce que en 2020, un peu compliqué. C'est un peu mort, ouais. Et en fait, la brocante de Koji, c'est la branche française d'une société japonaise, qui est une société de recyclage et de récup d'objets. C'est un peu comme Emmaüs au Japon,
Ouais. Sauf qu'eux, ils revendent pas sur le sol japonais. Eux, dans ce cas-là, ils vont récupérer, ils vont refaire des choses avec. Et ils ont quelques branches à l'étranger. Et nous, et Amaya France et la branche française. Et donc moi, Koji, je le connais depuis, ça va faire 4 ans et quelques, on s'est rencontrés début 2021. Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs? Ça, c'est un truc C'est très improbable. J'avais rendez-vous avec un réalisateur pour le tournage d'un film qui dans n'a Paris. rien à voir, toujours. Absolument rien à voir, hein, vraiment pas. Et du coup, un jeudi, j'étais en train de marcher place de la Bourse, et puis il y avait genre une petite brocante. Et je marche tranquillement, et là, sur le côté de mon champ de vision, arrive genre un mur de kokeshi, des kibolikuma, donc des ours d'Hokkaido, et de la vaisselle. Et j'ai eu ce truc de, tu sais, le double take. De dire what the fuck, qu'est-ce que ça fout là? Exactement. Et je m'approche et je vois ce japonais. C'était une époque où c'était beaucoup plus petit. Aujourd'hui, on voit des stands qui sont très grands et tout. Ouais. Là, c'était tout petit. Il était pas tout seul, mais je crois qu'ils étaient 2 ou 3 sur le stand. Et c'est là que j'ai acheté mon Daruma, je crois, à cette période-là. Et du coup et en fait, je me suis mise à écouter un peu. Je suis pas allée discuter directement, je me suis mise à écouter. J'ai un peu discuté avec le monsieur qui s'occupait des kokeshi et j'étais très intriguée par comment est-ce que cet endroit que j'ai cherché pendant des années, ça existe vraiment à Paris. J'étais très très surprise. Surtout que le monsieur en question, je sais pas s'il est toujours là, mais il a une connaissance énorme aussi. Moi, c'est lui. Des kokeshi, c'est à cause de lui. C'est à cause. Je dis à cause parce que moi, je collectionnais pas du tout les kokeshi. Et j'en ai. C'est à cause de lui que je les ai achetés. J'ai commencé à les acheter. Ouais, il est terrible. C'est énorme. En plus, il t'explique des trucs. Tu restes là comme ça, bouche bée pendant. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Mais toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Non, je te le dis, c'est pour ça que... Mais du coup, Nicolas, nous, on n'avait pas discuté kokeshi. On a parlé d'un livre. Enfin bref, on a parlé bouquin. Un super livre qui s'appelle Les Libellules Rouges. Un livre sur la Seconde Guerre mondiale et les kamikazes. C'est super. Rien à voir. Bim. Vraiment rien à voir. Mais du coup, voilà. Et j'avais pris le Instagram. Et du coup, j'étais repassée quelques fois. Et en fait, en tant que cliente, et je repassais à chaque fois. Et j'étais fascinée par ce truc-là, donc j'ai commencé à discuter avec l'équipe, avec les différents membres, et assez naturellement, forcément, ils vendaient des kamidana, et donc je discutais kamidana. Kamidana, c'est les hôtels Shinto, et c'est comme le Butsudan, mais la version shintoïste. Ils en avaient? Ils en ont eu. Plus. Il y en a de temps en temps. Moi, j'ai un kamidana qui vient de chez eux. Ah, merde. En fait, c'est un des premiers achats que j'ai fait. C'est un grand kamidana qui vient de chez eux. Il va falloir que je vous en commande un alors. Il y en a. Je sais qu'il y en a à l'entrepôt. Ok. Pas forcément toujours en très très bon état, mais il y en a des plus ou moins cool. Et donc voilà, et à force de venir et de discuter et de devenir amie avec Koji, avec l'équipe, je suis restée. Et du coup, maintenant, je viens assez régulièrement, quand mon emploi du temps me le permet. Parce que voilà, c'est pas toujours simple d'allier mon boulot dans le cinéma, mes voyages au Japon assez récurrents, et ça. Mais du coup, j'y suis assez régulièrement, et du coup, moi, j'aide beaucoup à la partie... expertiser avec des gros guillemets, du coup ça arriver à savoir ce que sont les objets, parce que notamment tout ce qui est artisanat folklorique, c'est très compliqué de savoir d'arriver à distinguer 2 types de daruma, c'est pas forcément simple. Les kokeshi, c'est encore un truc à part entière, mais même plein d'objets, de savoir en fait de quelle région ça vient, etc. Les différents types de lacs, les différents types de céramique. Donc tu fais les recherches? Je fais les recherches souvent. Maintenant, je commence à assez bien connaître pour souvent directement, je peux savoir. Et sinon, moi c'est un de mes jeux préférés d'avoir un objet, de pas savoir ce que c'est et d'arriver à trouver à la fin de la journée. C'est génial. Donc c'est mes sortes de mini-enquêtes à moi. Au lieu de jouer au Cluedo, je joue à ça, même chez moi le soir. J'ai des objets chez moi et je peux passer 2 heures devant un truc et me dire faut que je trouve. C'est génial. Donc voilà. Et je connaissais déjà les kokeshi avant, sauf que ça a un peu scellé le truc. Là, j'étais tellement entourée de kokeshi, et puis j'étais déjà collectionneuse en fait. Moi, j'ai toujours eu un peu ce truc de. J'aime les objets, j'aime l'histoire qu'il y a derrière. Et en fait, le truc, c'est que l'artisanat japonais, même si c'est tout neuf, il y a une histoire de fou derrière, à chaque fois. Et donc, en fait, j'avais déjà commencé à avoir des trucs qui arrivaient chez moi, que je jetais, que j'avais ramené de mes déjà 2 ou 3 voyages avant le Covid au Japon. Ok. Comme quoi? J'avais du coup j'avais déjà pas mal tout ce qui est Emma et compagnie. J'avais déjà quelques kokeshi, j'avais beaucoup de trucs en papier mâché. Okay. J'aime beaucoup le papier mâché, donc ce qui est haricot. J'avais beaucoup de dorei déjà que j'avais acheté Temple Sanctuaire.
et 2-3 autres bidules divers et variés. Mais donc j'avais déjà ces trucs-là. Forcément, le rapport avec Koji a fait que j'avais accès à beaucoup plus de choses d'un coup. Et donc j'ai découvert plein de trucs et c'était super. Et du coup, et les kokeshi que je connaissais déjà, j'en avais déjà. La première que j'ai achetée, elle était grande comme ça. Hein. Mais c'était même pas chez Koji, je l'avais déjà avant. Qui est une j'ai un truc Tanjo Kokeshi. Donc en fait, une kokeshi de naissance. C'est une kokeshi qu'on offre pour la naissance d'un bébé. Ah. Donc moi, ma première kokeshi, elle faisait déjà 40 cm quoi. Mais tu l'avais prise au Japon ou Non, ouais. je l'ai trouvée sur un vide-grenier totalement random à Paris, Génial. genre en 2019. Super. De manière hyper improbable. Alors, venons-en au kokeshi, du coup. Ouais. J'ai pris un petit sample de ce que moi j'ai acheté chez Koji. Et j'aimerais bien que tu nous introduises déjà, de nous expliquer ce que c'est que les kokeshi, exactement, Ouais. comment c'est né. On veut un peu d'histoire. Ouais. Et après, je vous montrerai des petites kokeshi que j'ai achetées chez Koji. Et tu vas nous expliquer un petit peu d'où elles viennent, etc. Ouais. Bah alors, les kokeshi, déjà, globalement, les kokeshi, c'est des poupées en bois fabriquées au Japon à la main sur des tours à bois. Le truc, c'est que kokeshi, c'est un mot valise. Ça, en fait, c'est comme le mot bonbon. Tu vois, si je te dis, viens m'acheter des bonbons, bah, tu sauras pas lesquels prendre. Les kokeshi, c'est un peu la même chose dans le sens où il y a beaucoup de choses très 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 différentes dans les kokeshi. Il y a globalement 2 très grandes catégories. Tu as tout ce qui est kokeshi traditionnel, qu'on va appeler Dento Kokeshi, qui sont les kokeshi qui ressemblent le plus et qui découlent des premières pièces quand c'est apparu au début du 19e siècle, qui sont du coup des pièces globalement où je vais juste prendre ça comme exemple, histoire que ce sera plus clair, une de celles que tu as, qui sont du coup globalement des pièces avec une tête comme ceci et un corps cylindrique attaché. C'est tout, avec juste des motifs qui sont peints dessus, où il n'y a pas de gravure, il n'y a pas d'objet rajouté. Ça, c'est la Dento Kokeshi très classique. Et juste après la Seconde Guerre mondiale, pour plein de raisons, sont apparus d'autres styles de kokeshi. On va avoir du coup les kokeshi souvenirs, donc omiyage kokeshi, qui ont vraiment pour destination d'être offertes comme souvenirs de voyage, achetées et offertes comme souvenirs de voyage. Et il va y avoir aussi tout ce qui est sosaku kokeshi, donc les kokeshi créatives, qui elles sont des objets on est vraiment à la limite entre artisanat et art. Et ça, c'est apparu au début fin des années 50, début des années 60 à peu près. Et là, on va pouvoir avoir par exemple des cheveux qui sont rajoutés par-dessus et tout. Mais des cheveux, tu veux dire genre en bois? Ouais, des cheveux en bois, oui, tout à fait. Je vois. Ça reste genre la coupe au kappa, très classique. J'ai eu peur là, je me suis dit, il y a des kokeshi avec des cheveux. Alors, j'en ai jamais vu. Mais ça se pourrait. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Franchement, dans les années 50-60, ils disaient des trucs très, très délirants. Mais du coup, globalement, l'histoire des kokeshi, c'est que ces poupées, c'est très compliqué de savoir exactement quand elles sont apparues, parce que le premier document qu'on a décrit sur les kokeshi date de 1861, au moment où on sait qu'il y en a certaines qui étaient déjà commercialisées depuis un moment. Donc, on pense très fortement qu'elles seraient apparues entre 1820 et 1840 dans la région nord du Japon qui s'appelle le Tohoku. Donc c'est pas l'île de Hokkaido mais juste en dessous. Donc c'est 6 grandes préfectures et très probablement que ce serait apparu dans la préfecture de Miyagi, donc proche de Sendai, au pied du mont Zao, qui est la montagne qui est à la frontière entre la préfecture de Yamagata et de Miyagi. Et probablement en fait les kokeshi étaient des jouets pour les enfants à l'origine. Des jouets pour les petites filles et notamment pour les enfants des agriculteurs qui cultivaient le riz, qui allaient se reposer dans les onsen, donc dans les sources thermales l'hiver quand ils ne pouvaient pas travailler le riz. Ils allaient s'installer là et c'est là qu'a travaillé les menuisiers qui fabriquaient des bols et qui se sont mis à ce moment-là, donc à la toute fin de la période Edo, à discuter avec les clients avec ces gens-là. Ils ont compris qu'il y avait une envie d'avoir des jouets pour les enfants. Et donc ils se sont mis à faire ces poupées. On ne sait pas exactement qui a fait ça en premier, on ne sait pas exactement quelle est la raison. Probablement qu'il y a des fortes inspirations de poupées qui auraient été fabriquées vers Ise, donc le Ise Jingu, qui est le sanctuaire le plus sacré du Japon, parce que c'est la période où il y avait beaucoup de pèlerinages à Ise à ce moment-là. Et ils passaient au pied du mont Fuji à Hakone, et là-bas on fabriquait déjà des poupées, il y avait un gros travail du bois. Et donc probablement qu'à force d'avoir des gens qui passent par des pèlerins, ils ont dû voir des gens qui avaient ramené des poupées, ou certains artisans ont fait le pèlerinage eux-mêmes, et ils se sont dit tiens, on va faire la même chose, on va faire quelque chose de similaire.
ce serait ça. Et donc au début, il y avait un village ou peut-être plusieurs en même temps qu'on commençait dans cette zone-là. Et au fur et à mesure, on est passé d'objets qui étaient des jouets pour les enfants à devenir, avec la fin de l'isolationnisme japonais au début de l'ère Meiji, et du coup l'arrivée des jouets occidentaux en étain, notamment, et en celluloïd, et ben il n'y avait plus besoin des jouets kokeshi. Et donc les artisans kokeshi se sont dit, et ben nous, on va partir sur des objets de décoration un peu plus, et des jeux peut-être pas de culte, mais plus il y a des croyances d'objets un peu plus protecteurs. Donc à la fin du 19e siècle. Et c'est comme ça que ça a permis de faire survivre les kokeshi malgré l'arrivée des jouets occidentaux. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on est passé de quelques villages au pied du Mont Zao à d'abord 10 puis 12 villages au total maintenant. Le 12e est apparu vers 1920 à peu près. Et il y a eu du coup plusieurs booms des kokeshi. Le premier c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, avec une très très grosse popularité. Mais c'était dû à quoi ? À l'engouement, notamment ce qu'on appelle du coup le mouvement Mingei, qui est face à l'arrivée des Américains et l'arrivée de l'influence occidentale. Et ben il y a pas mal de tout ce qui est les intellectuels de Tokyo qui voulaient en fait, en opposition à cette influence occidentale, retrouveraient le vrai Japon rural et du coup le vrai Dento. Et qui ont protégé. Et en fait, ils ont protégé. Et en fait, ils ont commencé à écrire des livres sur l'artisanat japonais et sur du coup le folklore. Et il y a eu du coup ce qu'on appelle le mouvement Mingei qui voulait réhabiliter les objets traditionnels japonais, le vrai Japon. Et les kokeshi en ont vachement profité. Donc il y a eu un premier boom où du coup il y a eu une grosse production. Les premiers gros collectionneurs. La Seconde Guerre mondiale est arrivée. Beaucoup de choses ont brûlé. Évidemment. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est là où sont arrivés du coup ces autres styles de kokeshi, parce que c'est le début du coup du tourisme japonais au Japon, parce qu'avant les Japonais se déplaçaient pas dans leur propre pays. Ah ouais. Très très peu. Ça, je savais pas. Oui, ils allaient au onsen à côté, mais au onsen de la vallée quoi. Ouais, c'était vraiment. Ah, c'est pour ça que c'est si régional encore aujourd'hui. C'est ça. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que ça se fait toujours au même endroit. Et en fait, surtout au début des années 60, il y a eu le miracle économique japonais, avec l'arrivée de la voiture individuelle qui a été du coup d'une influence énorme, parce que même les Tokyoïtes ont eu accès au Tohoku. Avant, c'était pas trop le cas, parce que le Tohoku, c'est loin. La Sendai, c'est plus de 300 km de Tokyo quand même, donc avec beaucoup de montagnes au milieu. Donc c'était pas simple d'accès. À ce moment-là, ils ont pu, donc ils sont allés s'installer dans les onsen. Et il y a eu du coup cette forte demande en poupée. Dans le Tohoku, ils sont restés sur la kokeshi tradi, et ailleurs au Japon, ils se sont inspirés de la kokeshi traditionnelle, mais ils ont fait ça à leur sauce. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu l'apparition des kokeshi omiyage et créatives, où ils ont gardé la logique d'une poupée au tour à bois, mais ils voulaient sortir un petit peu de ces règles. Il y a beaucoup de règles, c'est très normalisé les kokeshi traditionnelles. On voit quand même une grande uniformité des formes, des couleurs, des motifs. Mais quand même. Et les kokeshi créa, ils se sont dit, bah non, on veut faire autre chose, on veut notamment mettre en avant la féminité des poupées, ce qui n'est pas du tout le cas chez les autres. Et donc, c'est des artisans, principalement la préfecture de Gunma, donc les montagnes juste à l'ouest de Tokyo, et autour du mont Fuji, donc vers Hakone, qu'il y a eu des ateliers qui se sont mis en place, et ils se sont mis à faire des kokeshi qui étaient vraiment destinés à la vente et à la commercialisation. Donc au lieu d'avoir un seul artisan qui fabrique tout de A à Z comme pour les kokeshi tradi, ils se sont dit on va fabriquer à la chaîne entre guillemets un artisan qui fait la découpe du bois, un artisan qui fait la pyrogravure, ça pour le coup la pyrogravure et ça que sur les kokeshi créatifs, il n'y a pas ça ailleurs, un artisan qui va faire la peinture, un artisan qui va faire le visage, et les motifs qui vont être peints sur la kokeshi vont être parfois fabriqués là où elles sont, peints là où elles sont fabriquées, mais parfois elles seront fabriquées là où elles seront vendues. Donc en fait elles sont envoyées un peu partout au Japon, même par exemple je sais pas à Beppu, au niveau des sources thermales du sud du Japon. Donc on va avoir par exemple toute la partie là serait peinte, ça se serait peint, en bas serait peint, là serait peint, il y aura un gros vide au milieu, et en arrivant à Beppu, ils pourraient genre peindre le motif local et la vendre comme ça, dit kokeshi de Beppu. Alors qu'en fait, elle n'est pas fabriquée sur place, mais tous les Japonais, je sais pas, mais voilà, elles étaient fabriquées typiquement à Gunma, à destination d'être vendues ailleurs. C'est génial. Voilà. Et celle-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup ? Alors ça, c'est une kokeshi de style Togata, donc qui est originaire du coup de la préfecture de Miyagi. Donc dans le nord du Japon, et contrairement à la majorité des kokeshi de style Togata qui sont fabriqués à Togata Onsen, celle-là c'est une kokeshi, donc c'est un sous-style de Togata qu'on appelle Akkyu, qui est lié à Akkyu Onsen parce que en fait elle a ce kanji sur le haut de la tête que normalement une kokeshi Togata n'a pas. La kokeshi Togata normalement elle a que
le motif radial en rouge qu'on voit tout autour, Ouais. qu'on appelle le tegara. Ok. Et celle-là, du coup, elle est fabriquée à Hakyu par Donc un ça, c'est le artisan. kanji. Ouais, dont j'ai oublié le nom du kanji pour être très honnête. Et c'est vraiment Hakyu, c'est leur grosse spécialité. Et l'artisan, c'est Sato Takeo. Et la signature, elle est à l'arrière, juste là. Et c'est parce que les kokeshi traditionnels sont signés que ça nous permet vraiment déjà de retrouver l'artisan et de suivre les lignées d'artisan et l'histoire de ces objets-là. Parce que contrairement à beaucoup d'autres objets d'artisanat, les autres objets d'artisanat, ils sont pas signés, même la céramique. Des fois, il y a des tampons, mais des fois, c'est le tampon du maître de l'atelier et pas forcément de la personne qui a fait la majorité des pièces. D'accord. Et pour la laque, la majorité du temps, on a le tampon de l'atelier, pareil, on n'a pas le tampon de l'artisan. Le tampon. Là où les kokeshi, elles sont toutes signées par les gens qui les fabriquent. Et donc ça permet vraiment d'avoir ces arbres généalogiques d'artisans que moi je trouve absolument fascinants. Donc ça du coup c'est Togata, ça c'est traditionnel. Et j'adore parce Togata celle-là, elle m'a appelée avec toutes ces couleurs. Je l'ai trouvée magnifique. Ouais, je me souviens, j'étais là. Bah, c'est à cause d'elle que je l'ai achetée. Et celle-ci, elle est un peu plus tradie, non? Ouais, alors Parce qu'elle est vraiment plus rouge. Ouais, alors celles-ci, elles sont... Ouais, Hakyu, c'est aussi traditionnel, mais c'est pas tout à fait pareil. Du vert, j'en vois pas tant que ça. Ça fait partie des couleurs traditionnelles, mais c'est vrai que c'est rare qu'il y en ait autant. D'habitude, le vert, on va le voir pour les motifs des fleurs, comme il y a ici. Yes. Et là, par exemple, ça, typiquement, les motifs qu'il y a, c'est des chrysanthèmes empilés qui sont peints dessus. La majorité du temps, sur les kokeshi, il y aura des chrysanthèmes. Et là, typiquement, ça n'est pas le cas. Ça, c'est des fleurs de cerisier. Ah ouais? Ouais. Comment tu vois que c'est des fleurs de cerisier? Enfin, tu le sais. Voilà, c'est parce que je le sais, mais... Des fleurs de cerisier. Ouais, et ça, c'est une kokeshi de style Yamagata. Donc, fabriquée dans la préfecture de Yamagata et dans la ville de Yamagata. Et l'artisan, là, la signature, elle est là. Traditionnellement, elles sont sur le bas. C'est assez rare qu'elles soient sur le dos. Et ça, c'est Kobayashi Chujiro qui l'a fabriquée. Et celle-là, du coup, elle est datée parce que là, c'est très rare d'avoir les dates sur les kokeshi, donc elles sont souvent assez dures à dater. Donc ça, c'est Showa 49. Donc ça fait... 49, tu vois? Ouais. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y avait le point, là. Ou alors c'est 54.9. Donc c'est peut-être Showa 54. Point 9, septembre. Ouais, ça doit être du coup Showa 54, ça fait plus 26. Donc c'est 1980. C'est septembre 1980. Énorme. Alors, vous verrez jamais, je pense, la date, mais elle est toute petite sur le côté. Et je suis désolée, juste au passage, pour ceux qui sont sur Spotify ou en audio only, je pense que pour cet épisode-là, ce serait plus intéressant de venir sur YouTube. Mais bon, l'histoire, elle est quand même... Mais là, pour ceux qui ne voient pas, la grosse différence, c'est que globalement, sur la kokeshi précédente, la tête est vachement plus grosse que le corps. La tête est grosse et le corps est plus fin. Là où sur celle de Yamagata, la tête et le corps sont assez équilibrés au niveau des proportions. Ça fait partie des choses qui nous permettent de savoir de quel village elles sont fabriquées, parce que en fait, je vais pas expliquer ça pour le coup. Chaque village a son propre style, a sa propre manière de fabriquer des kokeshi, a ses propres règles. Un artisan kokeshi traditionnel, il va apprendre auprès d'un maître et il n'aura le droit plus tard de ne fabriquer que les pièces de son maître. Il n'a pas le droit, même s'il a un pote qui fait une kokeshi super truc. Ah, mais moi j'adore le motif que tu fais, c'est fun avec, je sais pas, des petites fleurs sur le côté, tout ça. Et ben il n'a pas le droit de le faire. Mais du coup, s'il a son propre atelier, il doit respecter. Tout à fait. Il doit garder les lignées d'artisans. Ils ont le droit d'innover dans leur carcan, mais ils peuvent pas du tout déjà faire ce que font les autres. Ils n'ont pas le droit de copier. Ils peuvent innover dans une certaine mesure. La situation de l'artisanat traditionnel japonais, notamment des kokeshi, a pas mal évolué entre les années 70-80 et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours assez populaire. Il y a un nouveau petit boom des kokeshi au Japon. On appelle ça le mini-boom. Depuis en fait le tremblement de terre de 2011. Ah ouais? Qui a vachement marqué. Qu'en fait, qui a touché tout le Tohoku. Et qui a détruit, du coup, plusieurs ateliers d'artisans. Pas de kokeshi tradi, mais de kokeshi shingata, donc transition d'un style de kokeshi, qui était sur la côte de Sendai, et qui a fait que beaucoup d'artisans ont arrêté de travailler à ce moment-là. Donc c'était un espèce de soutien aux artisans? Ouais, en fait c'est ça, ça a remis une sorte de coup de projecteur sur l'artisanat traditionnel du nord du Japon. Et qui est vachement lié au bois. Pour le coup, le Tohoku, toutes ces régions-là, elles ont un artisanat folklorique qui est
hyper important. Et il y a même, moi je trouve en proportion, il y a beaucoup plus d'artisanat folklorique dans le nord du Japon qu'ailleurs. Il y a le Tohoku et Kyushu, qui en ont vraiment beaucoup. Okay. Les endroits qui sont vraiment très loin de Tokyo, globalement. Et qui avaient moins l'influence, en fait, de la cour pendant la période Edo. Ah. Ils ont pas... Ça, c'est un peu plus une théorie personnelle, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu lissé, qui était proche de Tokyo, Kyoto, ils ont un peu lissé sur ce que fait Kyoto, typiquement. Tout ce qui est Tsuchi Ningyo, donc figurines en porcelaine, figurines pas en porcelaine, en argile, ces figurines en porcelaine avec par exemple du kimekomi, donc ces techniques où on vient insérer de la crêpe de soie sur des poupées en liège et après on vient rajouter un visage en porcelaine par la main et puis là pour le coup des vrais cheveux. Oui. Ça qu'on voit beaucoup, mais j'en ai ramené une à ma sœur. Ça c'est très joli. Elle m'a pas remercié. Ah bon? Non. Elle m'a dit on dirait qu'elle est hantée de. Je suis dégoûtée parce que c'est une belle poupée qui. C'est l'oncle à mon mari qui me l'a filée. Ouais. C'était à ses enfants, donc j'imagine qu'elle a pas mal de valeur, tu vois. Ouais. Et moi j'étais toute contente de la donner à mes nièces. Et ma sœur m'a dit mais tu vas les faire flipper. Donc elle l'a laissée dans la boîte. Ouais. Pour l'instant elle n'est pas sortie, mais si tu regardes cet épisode, parce que ma sœur me regarde pas, hein, ouais. C'est une poupée de valeur. Bref. Mais voilà, donc ouais, les artisans, ils peuvent pas trop faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le marché est plus compliqué, vraiment. Les pièces vraiment tradies fonctionnent pas trop. Ils ont du mal à les vendre. Donc, ils se sont vachement orientés sur ce qu'on appelle le new style. Donc, utiliser des techniques traditionnelles, mais des couleurs et des motifs plus modernes. Et notamment, s'appuyer sur des trucs qui sont un peu plus mignons. Parce que sinon, en fait, ou par exemple, une artisane que je connais très bien qui s'appelle Kaori Tanabe, elle a une formation d'artisane Naruko. Et elle s'est mise typiquement, même pendant son apprentissage, elle s'est mise à faire des petites kokeshi comme si elle était dans des bains, donc dans des onsen. Et ça marche hyper bien. Ça doit être trop cute. C'est hyper cute, c'est très mignon et ça a permis qu'en fait, quand elle a fini son apprentissage, elle a directement pu ouvrir son atelier et avoir un carnet de commandes plein dès le début parce que... avec celle-ci, avec tout ce qu'elle faisait en fait. Ça lui a permis déjà d'être connue dans le monde des collectionneurs de kokeshi parce qu'aujourd'hui, les kokeshi, c'est vraiment un monde de collectionneurs. À l'origine, les kokeshi, c'est vraiment des objets qu'on offre pour des événements heureux au Japon. Des naissances, des mariages, des anniversaires, quoi que ce soit, des départs à la retraite, tout ça. Aujourd'hui, c'est rarement des cadeaux. Maintenant, c'est vraiment un monde de collectionneurs. Et la clientèle des années 2020, c'est les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Japonaises ou on parle japonaises. Je parle du marché japonais. Parce que, oui, les kokeshi, ça commence à être connu à l'étranger, mais c'est un vrai marché de niche à l'étranger. Parce que, en fait, les kokeshi, là je parle des tradis, on parlera des créas et tout après, mais pour ce qui est tradis, elles ne sont vendues globalement que sur des marchés d'antiquités, des brocantes, et les kokeshi neuves, elles sont vendues que dans les villages où ils les fabriquent. C'est 12 tout petits villages du fin fond du nord du Japon, sur les 12 villages, il n'y en a qu'un seul qui a le train. Et c'est pas le Shinkansen, c'est pas le TGV, c'est vraiment le petit truc. Faut vraiment le vouloir pour y aller. Faut vouloir pour y aller, sinon il faut soit prendre des bus, c'est une galère, ou alors il faut avoir une voiture, donc il faut être motivé pour aller en voiture dans ces endroits-là. Des endroits où moi, sur les, je pense, 60 artisans kokeshi que je connais, il n'y en a pas un seul qui parle anglais. En plus c'est pas fait pour accueillir des étrangers, en plus, si tu parles pas la langue. Si. Non, après, ils sont hyper contents d'avoir des étrangers, honnêtement, ils sont très accueillants, et au contraire, ils vont se plier en quatre, ils sont très forts à Google Trad, hein. Moi, j'ai été très impressionnée par le sortie de tablette qui est toujours assez... où ils savent, ils le sortent, ils sont genre, ok, c'est bon, je gère. Mais ouais, non, c'est pas... Donc, si on veut acheter des kokeshi neuves au Japon, il faut être très motivé. Et du coup, pour les vendre pour eux, ils doivent faire des événements, etc. Et ils savent que les gens à qui ça plaît aujourd'hui, c'est des femmes entre 20 et 50 ans. À peu près. Ça va, c'est large. Oui, quand même. Mais c'est beaucoup moins les hommes. Avant, c'était les hommes qui collectionnaient. Aujourd'hui, c'est plutôt des femmes. C'est intéressant ça. Et donc, ils ont dû s'adapter à cette clientèle-là. Il y en a qui ont réussi à très bien faire l'écart. Et du coup, ils s'en sortent hyper bien. Enfin, ils s'en sortent hyper bien. Ils s'en sortent. Pour la majorité, c'est compliqué. Et il n'y a plus beaucoup d'artisans globalement au Japon. D'après les chiffres de 2018, avec la mise à jour des artisans supplémentaires en 2023, on recense 200 artisans tradis, kokeshi tradis au Japon, mais il faut savoir qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui sont en fait à la retraite et qui travaillent et qui fabriquent quasiment plus. Donc en fait, des artisans tradis qui bossent vraiment, ils sont une quarantaine.
Waouh, entre 40 et 60. c'est ouf. C'est vraiment pas beaucoup. Et dont certains d'entre eux ont un autre métier en parallèle pour manger. Ah oui, parce qu'en plus, tu peux pas en vivre. Bah, c'est compliqué d'en vivre. Il faut vraiment fabriquer beaucoup. Et il faut vendre beaucoup pour en vivre. Parce qu'une kokeshi neuve, au Japon, ça coûte, auprès de l'artisan, ça coûte rien du tout. C'est vraiment, moi je leur ai déjà dit, il faut que vous montiez vos prix. En fait, ouais. Donc c'est pas simple. Et est-ce qu'ils savent que quand c'est vendu à l'étranger, par exemple, du coup, les gens achètent avec... Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. En fait, moi, je viens de tourner un documentaire au Japon et je connais bien les artisans kokeshi, globalement. Et donc, j'ai eu cette discussion beaucoup avec eux. Je leur ai dit, vous savez, c'est hyper populaire en France. Et les prix entre le Japon et la France, il y a un x10. x10 carrément. Ouais, il y a un x10 entre chez eux et... Pour les kokeshi neuves. Je te parle pas des kokeshi vintage. Mais neuves, tu les trouves même à l'étranger? C'est ça qui m'intrigue. C'est compliqué. Ce qu'on achète, nous, c'est des kokeshi vintage. Tu vois, donc, oui. Là, toi, t'as que du vintage. Les kokeshi neufs, tu vas en trouver un peu sur Internet, genre sur eBay. Tu vas en voir. Moi, j'aurais pas confiance. Souvent, c'est l'import japonais, du coup. Et du coup, tu payes les frais de douane. Donc, eux, ils vont gagner, genre, je sais pas, moi, 20 balles et toi, tu la payes. Ouais, et puis surtout, de toute façon, c'est des resellers qui font ça. Moi, je connais aucun artisan japonais qui fait de la vente directe à l'étranger. Hein. C'est dommage. Et pourtant, ça se marcherait. Moi, j'y crois. Un jour, on y arrivera. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais ouais, en fait, t'as une boutique, moi je connais une boutique à Paris qui en a quelques-unes des neuves qui rachètent, je pense qu'ils achètent au Japon après d'artisans. Et il y a... T'as le nom de la boutique, tu peux nous la donner? C'est le Chat-Huan, je crois. Le Chat-Huan, c'est juste à côté de Notre-Dame. Oui, hein. J'ai déjà entendu ce nom de cette boutique. Ils ont quelques pièces, ça va être du tradi. Ils vont avoir des sakunami de Hiraga et enfin voilà, et Hayasaka de Naruko. C'est ça que j'ai vu la dernière fois quand je suis passée. Et il y a une autre boutique, elle fait que des pop-up, ça s'appelle la Maison des Kokeshi. C'est tenu par une amie à moi en fait, qui s'appelle Karoli. Et elle en fait, elle est japonaise, elle fait beaucoup d'allers-retours au Japon. Elle a une amie à elle qui achète au Japon auprès des artisans directement. Et elle les revend, du coup elle revend des kokeshi neuves, un peu de vintage aussi, mais c'est principalement du neuf qu'elle achète auprès des artisans. Ça. Et c'est super parce que pour le coup elle a une grosse sélection, elle a je sais pas une 50aine d'artisans différents. Et en plus de les acheter neufs comme ça, est-ce que ça permet aussi de les aider C'est ça, en fait c'est mieux d'acheter, enfin pour aider ces gens-là, enfin de mon point de vue, il faut leur acheter directement. Et comme c'est compliqué depuis la France d'acheter aux artisans directement parce que c'est pas possible de toute façon, et bah racheter avec le moins d'intermédiaires c'est mieux. Et donc je sais que Kaoli en l'occurrence elle achète directement aux artisans. J'ai même été à des événements avec elle au Japon enfin voilà. Donc ouais, là pour le coup ça c'est un bon endroit. Sinon on peut pas en trouver. Sinon c'est que du vintage qu'on va voir. Il y a aussi, il me semble qu'il y a Madame Aori, qui est une autre brocante japonaise qui a ouvert récemment, suite, je pense à, je sais pas, mais je suppose suite à l'engouement pour Koji. Elle a un petit peu de kokeshi neuve qu'elle doit acheter aux artisans ou à des resellers, je sais pas, j'avoue. Vous en avez pas parlé? Non, j'en ai, mais je l'ai croisée une fois à la Japan Expo, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en discuter directement avec elle. Faudrait que, mais c'est que je l'ai croisée très peu. Donc, mais toi, tu reconnais que c'est du neuf. Oui. C'est ça que je veux dire. Ah donc, oui, quand tu vois que c'est du neuf, c'est. Ah oui, mais de toute façon, en fait, il y a des modèles. Tu sais que c'est sorti. Je sais qu'en fait, c'est sorti ces 5 dernières années. Et puis je sais quelles sont. En fait, le truc c'est que sur les kokeshi vintage, il y a beaucoup d'artisans différents. Il y en a eu des centaines parce que c'est des lignées. Enfin, il y a beaucoup. C'est difficile de reconnaître les artisans à part des trucs précis. Les artisans récents, il y en a tellement peu que moi je sais qui c'est. Et la majorité, je les connais personnellement en plus. Donc oui, et puis je sais combien ça vaut au Japon, je sais combien ça vaut sur le marché internet, je sais combien ça vaut en vrai. Donc c'est juste, j'ai passé beaucoup trop de temps sur internet. C'est une compétence. Mais c'est hyper intéressant. Ouais, pas très utile au quotidien, je vais pas te le cacher. Mais ouais, mais là c'est passionnant en tout cas pour. Enfin, en tout cas pour moi c'est passionnant. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que là, moi, je remarque beaucoup un engouement des étrangers pour les brocantes au Japon. Ouais.
De plus en plus, je le vois sur les réseaux, on partage de plus en plus des tips sur les brocantes. Vous pouvez aller là. Oui, le Oires Course, et puis il faut aller au Edo Antique Market. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui vont au Japon et qui achètent sur ces brocantes, tu vois. Tout à fait. Oui. Et, mais en fait, c'est rigolo parce que le marché des kokeshi au Japon, c'est un marché genre d'hyper spécialiste. Le truc, c'est que les kokeshi vintage au Japon, ça n'a globalement pas de valeur. Ça vaut rien. Tu peux les acheter pour 100 yens, donc pour 60 centimes. Souvent genre 1000 yens, donc 6 €, ça vaut vraiment pas grand chose. Et il va y avoir des pièces par contre qui vont valoir genre 100 000 yens et tu sais pas pourquoi, hyper cher, genre même des fois ça monte à des milliers d'euros parce que c'est tel artisan. Mais du coup c'est des marchés d'hyper spécialistes parce qu'il faut savoir. Et même quand tu t'amuses à traîner sur le Yahoo Auction japonais, bah tu vas voir des prix. Il y a certains artisans qui sont vraiment très recherchés, d'autres beaucoup moins. Il y a des pièces précises qui vont être très recherchées. Et on sait pas à quoi c'est dû ? Bah si, c'est en fait là pour le coup, c'est la rareté. C'est de la rareté et des engouements pour certains artisans. Va y avoir. Il y a des groupies pour. Il y a des groupies, c'est vraiment des collectionneurs. Et là pour le coup, ça va plutôt être des collectionneurs un peu plus âgés, qui vont, je sais pas, ça va être des artisans comme Yohachi Takano, ce genre de personnes là, ou Sato Kazuo, Sato Itaro. Ça va être des artisans qui sont encore en vie ou pas ? Certains sont encore en vie. Dans ceux que j'ai cités, il y en a un qui est encore en vie. Les autres, non. Souvent, c'est des artisans qui sont décédés. Et souvent, c'est des artisans qui ont reçu notamment ce qu'on appelle les prix du Premier ministre. Parce qu'il y a des concours de kokeshi au Japon. Il y en a 3 principaux par an. Enfin, il y en a un certain nombre. Auxquels on peut participer ou il faut être artisan pour participer. Enfin, je veux dire, tu peux y aller voir. Tu peux aller voir, tout à fait. Moi, j'ai déjà été à plusieurs d'entre eux. Et c'est hyper chouette, d'ailleurs. C'est très cool. Moi, j'ai tourné une partie de mon documentaire dans un de ces concours-là. Parce qu'en fait, c'est des festivals aussi où et puis tu as une sorte de marché des kokeshi. Tu as des kokeshi à vendre, c'est là où tu peux rencontrer les artisans, tu as des démonstrations de fabrication et tout. Tu as des petits événements. C'est lié à des matsuri, donc souvent tu as même des danses, tu as du coup des cérémonies religieuses et tout. Donc, et ça, tu peux y assister. Tu as dit tu en as 3. En fait, tu peux nous en citer pour les kokeshi tradis, tu en as 3. Donc, tu as celui de Shiroishi, donc c'est préfecture de Miyagi, qui a lieu en mai, si je ne me trompe pas. T'as celui de Naruko Onsen, qui a lieu tout début septembre. Donc la préfecture de Miyagi aussi. Et t'as celui de Yamagata, qui a lieu en novembre, me semble-t-il, dans la préfecture de Yamagata. Et ça, c'est les 3 principaux. Et à chaque fois, il va y avoir un prix du Premier ministre qui va être remis. Et quand un artisan... En fait, il y a plusieurs prix à chaque fois qui sont remis de différentes catégories. Le prix le plus précieux, c'est le prix du Premier ministre. Et quand un artisan le reçoit 3 fois dans sa carrière, il est considéré comme maître, et à partir de là, il a le droit de créer ses propres motifs sur les kokeshi. Et dans l'histoire, pour les kokeshi tradis, me semble-t-il qu'il y en a eu 2 des maîtres, et ça a fait exploser le prix de leur kokeshi. Voilà, donc même, du coup, c'est et même Shoji Sakurai, qui est du coup un artisan qui est un artisan Naruko, qui est décédé il y a quelques années. Lui, même encore, les pièces de son fils et son petit-fils sont très très chères parce qu'en fait, elles ont bénéficié de l'aura du maître. C'est ça, et même Sato Kazuo, lui, il a eu 3 fois aussi, il est encore en vie. Pareil, ces pièces sont magnifiques, mais c'est cher. Faut vraiment être un collectionneur, effectivement. C'est ça, même neuves, quand tu les achètes directement, en fait. Ils ont augmenté les prix drastiquement. Il y a quelques artisans qui, du coup, en voyant l'essor du prix des kokeshi, même sur Internet, ont augmenté leur prix. Il y en a un, ça a des faits qui m'ont été rapportés, qui est Monsieur Sasamori Junichi, qui du coup est un artisan de style Tsugaru, donc dans la préfecture de Aomori. Il y a quelques années, il aurait découvert combien étaient vendus ces kokeshi sur Internet, et il s'est mis à bouder pendant des années, à quasiment plus fabriquer, parce qu'en fait, ça le saulait de ouf que tout soit revendu hyper cher. Ça doit être un choc. Et de savoir que en plus, les gens les achètent et que toi, limite, tu peux pas en vivre. Ouais. Et donc lui, là, il a augmenté drastiquement ses prix il y a quelques années suite à ça. Mais après, lui, il a une qualité de peinture. Je sais pas s'il était illustrateur ou peintre avant, mais c'est vrai qu'il a une qualité de peinture qui est extraordinaire, d'illustration. Mais ouais, donc il y en a qui se rendent compte et qui arrivent à en jouer assez pour pouvoir survivre. Mais il y en a, ils s'en sortent pas. Souvent, les gens plus âgés, ils n'arrivent pas à faire ce pas d'augmenter les prix. Et sauf que du coup, dommage pour eux. C'est super dommage. Voilà. Et du coup, je voulais montrer d'autres trucs.
par exemple. Tu veux pas ceux-là? Ouais, bah non mais c'est assez cohérent les deux ensemble. Ah ouais? En fait, là, toi, t'as d'autres petites kokeshi. Ça, pour le coup, on est sur tout ce qui est kokeshi souvenir et créative. Je me permets de Celle-là, le c'est sortir. le... Ouais, bien sûr. C'est fait pour. Ça, c'est la cousine de mon mari qui me les a trouvées dans une brocante à Kyoto. Je les trouve trop mignonnes. Et donc ça, c'est des petites kokeshi avec la tête qui bouge. Elles ont la tête qui bouge. Et elles tournent. On appelle ça des donko ou des kina-kina. Kina-kina, c'est parce que ça serait le son que ferait le coup. Ça ferait kina-kina-kina. Et ça, c'est des pièces typiques de la fin des années 50, début des années 60. Ils ont arrêté totalement la production de ça pendant les années 70, globalement. Et du coup, ça, c'est vraiment des omiyage kokeshi, donc kokeshi souvenirs, qui avaient pour vocation d'être vendus dans des... pour des... je vais les... pour Parce des... qu'elles sont trop mignonnes. à des endroits précis. Et là, j'ai l'impression que c'est des dessins de pèlerins. Ah ouais? Je sais pas si... À quoi Mais tu tu sais, vois avec ça? le chapeau. Ah oui, t'as raison. Est-ce que ce serait pas ça? Ouais, t'as raison. Et avec, tu sais, la petite... Attends, là, il y a un truc, c'est Yasukiburo. Yasukiburo. On voit le chapeau. Yasukiburo. Ouais, ça fait boulot. Yasukiburo, j'ai l'impression. Est-ce que ce serait genre un onsen ou un truc? Soit un onsen, soit un... Parce qu'on dirait qu'il sort du onsen, tu sais, il a une serviette sur la tête, non? C'est ce que je me dis. Et donc, je pense que ça a dû être vendu à un truc qui est lié à ce truc, donc Yasukiburo, qui est probablement un lieu ou... Un onsen ou un truc, Ouais. je sais pas. Mais je les adore, elles sont tellement Elles sont mignonnes. trop celles-là. choues. Et elles sont dans une petite boîte pour les protéger. Elles ont la boîte qui vont avec. Oui, je les laisse toujours dans leur petite boîte. Bah, c'est bien comme ça. Comme ça, elles restent... Il y a carrément la vitrine. Et ça, du coup, c'est une kokeshi créative. Ça, c'est la limite entre créative et souvenir. En gros, c'est une kokeshi qui, du coup, elle a aussi la tête qui bouge. Donc, c'est assez rigolo. Et elle a, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, elle a ses rajouts de bois supplémentaires qu'on n'a pas du tout sur ces kokeshi-là. Et donc, elle a des bras qui ont été mis en plus. Et là, sur ce type de kokeshi, on va plutôt mettre en avant la féminité des poupées. Ce qui n'est pas du tout le cas sur les autres. Là, on va avoir le chignon qui apparaît, les petits bras, des motifs du coup de petites fleurs. C'est beaucoup plus naïf, entre guillemets. Et ça a plus vocation d'être offert à des petites filles ou à des jeunes femmes. Et là, pour le coup, c'est pas signé, comme c'est très très souvent le cas sur les kokeshi créatives au souvenir. Là où les tradis, elles seront toujours, à quelques exceptions près, signées. Donc, et ça, c'est vraiment typique années 70-80 aussi. La production des kokeshi créatives a vachement chuté à la fin des années 80, surtout pendant la bulle économique des années 90. Quand l'éclatement de la bulle, ça a fait qu'il y a eu une très grosse crise. Et donc, maintenant, il y a très peu d'ateliers de kokeshi créatives. Il y en a un gros atelier qui s'appelle Usaburo, qui est dans la préfecture de Gunma toujours. En fait, la majorité des kokeshi créa sont fabriqués à Gunma encore aujourd'hui. Okay. Et Usaburo, c'est eux qui ont créé cette coupe de cheveux au kappa, tu sais, avec les cheveux en bois, les cheveux noirs en bois. Ouais. C'est eux qui l'ont créé. Et la pyrogravure. Ils ont en fait une influence énorme. C'est les premiers à avoir fait ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont genre 80% du marché des kokeshi créatives au Japon, c'est eux. D'accord. Il y a quelques autres artisans qui font des trucs un peu différents, où ils ont dû s'éloigner du style Usaburo pour arriver à en vivre. Mais du coup, voilà. Donc ça aussi, c'est une kokeshi. Mais ça, c'est... Elle est super marrante. Ça, c'est hyper chaud. Bah tu vois, et pareil, c'était Koji encore. Moi, j'ai beaucoup les comme ça. Moi, je collectionne ça. J'en ai beaucoup. Et par contre, ma maman, elle préfère largement ça. C'est vrai? Ouais. Donc entre chez elle et chez moi, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir le délire. Elle en a quelques-unes aussi des tradis, mais elle préfère celle-là. Ouais. Ce que je comprends, pour le coup, c'est vraiment, c'est juste des trucs qui sont assez différents. Moi, j'en ai très peu des créas. J'en ai quelques-unes quand même qui traînent, mais ouais, il y a une domination assez nette de la kokeshi traditionnelle dans mon appart. Et ça, du coup, c'est la dernière que t'as mis. Ça, c'est drôle parce que c'est une inspiration de kokeshi tradi. Elle ressemble beaucoup à une kokeshi naruko parce qu'elle a les épaules qu'on va voir, le corps cylindrique avec une taille très légère, les lignes en haut en bas et les chrysanthèmes au milieu. Par contre, le visage, c'est pas le visage tout à fait d'une naruko. Le nez, c'est pas tout à fait le bon. Normalement, ils ont un nez de chat, comme on dit. Là, c'est un nez plutôt un peu plus long. Et surtout, elle est pas signée et elle est vernie, là où les kokeshi traditionnelles, elles sont cirées uniquement. Ok. Et c'est pour ça qu'elles sont hyper sensibles à l'eau. Donc ça, c'est très probablement plutôt en fait une kokeshi souvenir qui serait vendue pour des gens juste qui veulent, enfin voilà, qui a été produite un peu plus à la chaîne. Je sais pas si le focus il se fait. Je vais me cacher. Non, je pense que c'est bon. On verra. Mais voilà, mais elle est très mignonne. Elle est trop cute, elle est toute petite. Ouais, moi je suis pas une vraie
collectionneuse, j'ai juste craqué. Et quand je venais voir Koji, souvent, on disait, bah, tu prends celle qui t'appelle, en fait. Ouais. C'est ça. Hein. Il y a un vrai truc, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc dans ces poupées. Je sais pas, il y a une question de regard qui est quand même assez importante et de mon rapport avec elles ou quand je vois des gens qui veulent en acheter, bah, il y en a, en fait, on va avoir un truc avec une et souvent, les gens qui craquent sur une, et bah, ils ont beau en regarder d'autres, bah, ils reviennent toujours à celle du début. Celle-là. Mais c'est vrai. C'est vraiment un rapport... Ouais, je pense qu'il se passe un truc. Et même, je connais des Japonais qui m'ont dit qu'ils aimaient pas les kokeshi. Pas parce qu'ils les trouvaient pas forcément belles, parce qu'ils m'ont dit en fait, je sais qu'il se passe un truc et ça me met mal à l'aise. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas quoi, mais du coup... Ça les fait flipper un peu. Bah ouais, ils sont un peu... parce que, en plus, le truc, c'est que les kokeshi, il y a eu plein de... Elles ont vachement souffert d'un truc qui a été au début des années 60. Il y a un poète qui a émis une rumeur sur l'histoire des kokeshi, qu'en fait les kokeshi ce serait des totems pour des bébés décédés. Ah ouais. Et parce qu'en gros, en japonais, il y a plusieurs manières d'écrire. Il y a les hiragana et katakana qui sont du coup les syllabes, les syllabaires, et il y a les kanji, donc les idéogrammes. Et kokeshi, ça s'écrit donc que en hiragana, donc en fait il n'y a pas de kanji pour kokeshi, okay. C'est vraiment ko, ke et shi, sauf que parce que ça vient en fait du dialecte traditionnel de Naruko où en fait un objet qui s'appelle en fait les kogeshi, qui sont en fait des petites poupées en argile fabriquées dans la ville de Sendai, qu'ils appellent les petits coquelicots, parce qu'en fait keshi ça peut être le coquelicot, donc la petite fille coquelicot, le petit coquelicot. D'accord. Et en fait kokeshi est devenu kogeshi avec le temps, enfin kogeshi est devenu kokeshi avec le temps, et sauf que au début des années 60 il y a un poète qui a dit ah ben en fait kokeshi c'est ko de kodomo, l'enfant, et keshi c'est keshi de keshimas, donc disparaître. Ah. Et pourquoi ça lui s'est sorti comme ça? Comme ça. Mais c'était pour... bref. Voilà. Et sauf que c'est devenu hyper populaire dans les années 90. Et donc, les Japonais d'aujourd'hui, quand souvent, donc les adultes ont grandi dans les années 90, et ont encore ça en tête. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Et même moi, par exemple, même des membres de l'équipe de Koji, à qui j'ai dû répéter plusieurs fois, je vous assure que c'est pas ça. Des Japonais. Parce que ils ont grandi avec ça en tête. Je crois que mon mari a la même conviction. Hein. Ouais, mais en fait... Parce qu'au début, quand j'en ai ramené, il était là. Ouais. C'est un peu creepy, non? Ouais. Tu vois, donc... Et ça, c'est un truc contre lequel les artistes kokeshi essayent de se battre, parce que forcément, ça donne une très mauvaise image de poupées, de l'objet, alors qu'en fait, c'est juste des petites poupées, au contraire de protection, en fait, qui protègent les enfants, quoi. C'est dommage, parce que... Mais je peux voir d'où vient le lien, parce que souvent, dans les temples... On voit les petits jizo. Oui, qui couvrent et tout. Tout à fait. Et tout de suite, tu sens l'ambiance. Là, tu sens vraiment le truc où c'est pour les enfants qui sont décédés. Ouais. Et là, donc je peux comprendre le lien, mais c'est dommage. C'est ça. Après, bon, c'est comme ça. Il y a quand même, il y a quand même un marché, donc c'est bien qu'il y en a pas mal qui sont passés outre. Ou il y en a beaucoup qui s'en fichent, après aussi. Ouais. Non, moi, elle m'appelait, donc à la base, je les collectionne. Bah, je les collectionne toujours pas, hein, j'en ai que quelques-unes. Ouais. Moi, je préfère. Moi, c'est plus les Daruma que j'aime beaucoup. Je comprends. D'ailleurs. Ouais. Bah là, c'est plus focus Daruma, mais kokeshi. Mais même niveau Daruma, tu peux nous en parler vite fait? Ouais. Sans aller trop. Parce que celui-là, si tu l'attrapes. Celui-là, il vient de chez Koji, c'est mon plus gros truc. Yes. Je lui ai pas fait de yeux parce que, je sais pas, j'ai une... T'as pas encore choisi ton objectif? Non, je me dis que, vu comment il est gros, si un jour je dois lui dessiner un œil, il faut vraiment que ce soit pour un truc balèze, tu vois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de trucs comme ça dans ma vie qui font que je me dis... on me dit, c'est pas bien de lui laisser les yeux comme ça. Bon, tu t'en fiches, hein. Oui. Non, clairement, regardez le morceau. Ouais, c'est un beau bébé, hein. Puis là, t'es content de pas l'avoir mis dans ta valise. Oui. Ça rentre pas. Même avec les soufflets, je pense que ça rentre pas, hein. Non, il rentre pas, c'est mort. Non. Il est vraiment poids, du coup. Et celui-là, à l'époque, il y avait pas trop, c'était pas trop populaire quand c'était à l'époque où Koji était à la bourse. Ouais. Je lui avais demandé s'il pouvait pas m'en trouver un parce que Ange japonaise, qui est sur Insta aussi,
Elle avait sorti ce truc en story. J'étais là, mais d'où il sort cet énorme daruma? Parce que j'aimais bien les darumas. Et du coup, il me l'a trouvé exprès. Du coup, les darumas. Bah alors les... Déjà, qu'est-ce que c'est? Bah alors les darumas, c'est la représentation du Bodhidharma bouddhiste, donc en fait d'un moine, qui serait le moine qui a amené le bouddhisme au Japon. En 500 et des patates, me semble-t-il, ou en 400 et des patates, j'ai plus le détail. Et en gros, c'est du coup la représentation du Bouddha, la persévérance, et où traditionnellement, du coup, le daruma, on va le trouver, c'est une figure hyper importante au Japon qu'on voit représenter absolument partout. Que ce soit des estampes de lui, etc. Ou alors représenter sur des objets ou en papier mâché. Donc c'est une base en papier, souvent c'est du papier recyclé qu'ils utilisent, qui vont en fait venir appliquer par petites couches sur des moules en bois ou maintenant de temps en temps imprimer en 3D les moules, parce qu'on est passé dans l'ère moderne. Et en fait, on va venir faire sécher ces moules. On va du coup faire 2 moitiés. Et c'est pour ça qu'on voit de temps en temps il y a le trait, la transition entre les deux. Là, on voit un petit peu la transition entre les deux. Donc, on va venir du coup créer cette sorte de coque en papier qu'on va bien faire sécher. Puis, on va venir attacher en bas une partie, en fait, une sorte de cercle en argile pour en fait créer en argile ou en terre cuite pour créer en fait une base beaucoup plus lourde pour faire l'effet culbuto. Parce qu'on dit au Japon que le daruma, même s'il tombe 7 fois, il se relève toujours la 8e. Et après, on va venir d'abord peindre une première couche en blanc ou légèrement rosé, ça dépend. Et après, on va venir faire la couche en rouge en peinture et après les motifs. La majorité, 80% des daruma au Japon, ils sont fabriqués dans la préfecture de Takasaki, la préfecture de Gunma dans la ville de Takasaki, donc c'est les montagnes à l'ouest de Tokyo. Et là-bas, on fait du coup ces daruma sans les yeux. La majorité du temps, du coup, les daruma, ça va être comme celui qui est juste là, je pense qu'on aperçoit dans le coin du cadre. On le voit encore, où on va pas avoir les yeux et on va du coup venir dessiner la pupille gauche et choisir un objectif. Comme ça, à chaque fois qu'on va voir son daruma borgne, on va se souvenir de notre objectif et on va tout faire pour l'accomplir. Et c'est que quand on aura fini l'objectif, quand il aura été accompli, qu'on pourra dessiner l'œil droit et que, traditionnellement, on le ramènera au sanctuaire pour le faire brûler. Pour remercier normalement, faut le brûler, les divinités et le renvoyer du coup vers les autres dieux. Bah ça, je l'avais fait à Katsuoji justement. J'ai fait la cérémonie, j'en ai ramené 4 parce que comme j'ai pas de place, en général les gens les collectionnent. Moi, j'ai pas de place dans mon appart, il est minuscule. Ce que vous voyez là, c'est mon appart, c'est fini. Il n'y a rien d'autre, tu confirmes. Et en fait, j'avais vraiment pas de place et je me dis, il faut les remercier quand même. Ils ont accompli leur mission. Et du coup, tu les as remis dans la valise pour les ramener au Japon. Et ça, je trouve ça beau, d'être très motivée à ce moment-là. Je les ai ramenés, Je les ai ramenés, je les ai brûlés, j'aurais dit au revoir. Voilà. Incroyable. Et lui, d'ailleurs, c'est le prochain. Mais du coup, en fait, nous, on connaît beaucoup celui-là, ou même, en fait, celui que tu as dans ta main, c'est la version de daruma qu'on voit le plus au Japon, avec ses sourcils. En gros, là, on voit que c'est les darumas de Takasaki. Les sourcils, en fait, sont des grues. On a la tête et le plumage. Et le nez. Alors là, on voit pas sur celui-là parce qu'il n'y a pas les narines. Il n'y a pas les narines, Mais là, on voit qu'en fait, le nez, la narine, c'est la tête de la tortue. Et après, la moustache, c'est la coquille. Enfin, c'est génial. Comme ça. Je savais pas du tout. Et en gros, au Japon, quand tu associes la grue et la tortue, c'est Tsuro et Kame, et du coup, c'est le symbole principal de la longévité au Japon. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un daruma de Takasaki. Et la majorité du coup la majorité des représentations de daruma qu'on va voir au Japon, ça va être celui-là. Mais c'est pas les seuls à faire des darumas, en fait. Ça, c'est aussi un daruma de Takasaki, c'est juste la version petite. Celui-là est fabriqué à l'atelier Daimonia, qui fabrique 80% des darumas de Takasaki, donc vraiment beaucoup. C'est le plus gros atelier du Japon, qui est tenu par une femme. Je pense qu'il faut dire par la fille de l'artisan précédent. Ah, c'est un... Chihiro Nakata, elle s'appelle. Et c'est une jeune femme de 34 ans avec qui est quelqu'un de très bien. Mais du coup, on fabrique des darumas un peu partout au Japon. Et en fonction des villages, les sourcils ne seront pas faits de la même façon. Ils ne sont pas forcément tous les mêmes signes. Il y a pas mal de darumas en fait, au Japon que tu vas avoir toujours avec les yeux.
Déjà? Déjà, parce Ok. qu'en fait, c'est pas la même chose. Par exemple, dans le nord du Japon, à Sendai, on va fabriquer ce qu'on appelle le Matsukawa Daruma. C'est un Daruma qui est, en fait, qui est rouge à l'arrière, mais qui est bleu devant. Oui. Et Mais il n'a pas du tout la même tête aussi. Non, il a la tête beaucoup plus longue. En fait, il a plus cette forme-là qu'une Je forme mettrai des vraiment photos ronde. comme ça. Et sur le ventre est peint en fait un des 7 dieux du bonheur japonais qui s'appelle Daikokuten, qui est un des dieux du business Ok. et qui est le dieu du business agricole. Donc, et ça a un but de... Il est plutôt pour les business, celui-là. Pour le business, ouais, ouais. c'est ça. C'est Parce qu'il y en a un autre qui ressemble à ce que tu décris, mais Ouais. pour les grossesses, non? les femmes. Oui, bah t'as le Hime Daruma, t'as aussi les princesses Daruma. Ça, c'est à Kanazawa que tu vas les trouver, Ok. plutôt. Où en fait, c'est une femme qui est représentée. D'accord. Ça, c'est lié à une histoire. Mais ça reste du Daruma. Ça reste du Daruma. En fait, des Daruma, de toute façon, il y en a plein, globalement. Ça aussi, ça, c'est un Daruma d'un autre endroit, mais faut que je cherche, j'ai pas encore trouvé exactement où c'est. Elle va nous le dire après. Voilà. Je suppose que c'est Tokyo, mais j'ai peut-être tort. Parce que celui-là, en fait, on voit qu'il y a du coup des kanji dessinés dans les sourcils et les moustaches sont pas du tout les mêmes. Mais en fait, des Daruma, il y en a, je sais pas, des centaines de sortes différentes et ils en fabriquent vraiment partout au Japon. Il y a un musée à Kurashiki, qui est le musée des jouets japonais, ça s'appelle le Gangu, je sais plus quoi, qui est génial parce qu'en fait, eux, ils ont à l'Inde, donc c'est que des jouets folkloriques qu'ils ont là-bas, et ils ont un mur, une vitrine et un mur complet que de Daruma de partout au Japon. Waouh. Incroyable, je t'enverrai des photos si tu veux. Ouais, je veux bien. C'est vraiment très cool. Et là-bas, il y a vraiment il y a tous les jouets, pas tous, non, mais il y a beaucoup de jouets, en fait, d'objets folkloriques japonais de partout et des explications sur leur histoire et tout. C'est tenu par la même famille, par une famille passionnée. Et c'est le petit-fils maintenant qui gère le truc. Et enfin voilà, moi quand j'étais, il était en train de m'ouvrir les réserves pour me dire mais attends, j'en ai d'autres, regarde derrière. Parce que ça lui faisait juste hyper plaisir de croiser des étrangers qui étaient intéressés par et passionnés par ça. ça. Et je t'ai interrompu tout à l'heure, mais t'allais raconter l'histoire des Daruma. Des Hime Daruma. Hime Daruma. Ouais. En fait, donc les Daruma princesses, en gros, du coup, les Daruma, à la base, c'est toujours des hommes parce que c'est un moine. Pendant l'histoire japonaise, à un moment, il y a eu une impératrice qui était l'impératrice Jingu, donc la femme de l'empereur, qui a marqué vachement le pays par ses actions. Elle était originaire de l'île de Shikoku. Et les habitants de l'île, pour mettre en valeur cette impératrice et pour mettre en valeur sa persévérance, en fait, on décide de fabriquer des Daruma à son effigie. Là où avant, c'était que des hommes, ils se sont dit, bah nous, on va avoir des femmes parce que, notamment elle a fait quelque chose qui nous a marqué et donc ils se sont mis à faire des Daruma à l'image des femmes. C'est intéressant. Mais donc, c'est spécifique de la région du Non, là, en fait, à la base, c'était là. Et maintenant, l'image de la Hime Daruma, il y en a à différents endroits. Donc, tu vas en avoir à Kanazawa, dans la préfecture de Ishikawa. Il y a un sanctuaire qui est spécialisé là-dedans. Okay. J'ai oublié le nom, qui est tout près de la gare, d'ailleurs. Personne ne va dans ce sanctuaire, pourtant, il est incroyable, il est hyper mignon. Et vous avez des spots en plus. Ils vendent leurs Daruma en papier mâché qui sont faits dans un atelier qui est tout près. Donc c'est quasiment que des Hime Daruma. Après tu vas en avoir aussi beaucoup qui sont fabriqués à Fukuoka, des Hime Daruma plus longs, assez différents sur le compte de... Elles sont pas bleues? Non, mais elles ont des dessins un peu spécifiques sur le compte de Beneno Fukuoka. Sur Instagram, on en voit parce qu'elle en a commandé à un atelier là-bas. Il y en a du coup même des fois avec des bases en tissu aussi qu'on peut trouver avec les visages peints. Rouge aussi, et là souvent du coup on va voir le couple qui rappelle un petit peu les poupées Hinamatsuri, donc de la fête des petites filles avec l'empereur et l'impératrice. Mais du coup, les Daruma au Japon, il y en a vraiment absolument partout. Et donc c'est assez chouette Enfin moi... De faire les recherches. C'est ça, et même de les collectionner. Enfin voilà, moi j'ai des centaines de kokeshi, j'ai des centaines d'objets en mingei chez moi, ça ressemble à un musée. Mais alors attends, parce que du coup... T'as une villa pour les conserver? Non, j'ai un appartement pas beaucoup plus grand que le tien. Toi, tu les brûles pas, les Daruma, par exemple? Non, un jour, peut-être l'année prochaine, j'aimerais beaucoup pour mon documentaire aller filmer cette cérémonie. Et donc peut-être que je l'amènerai. Mais tu peux les amener juste comme ça, parce qu'il y a des cérémonies au Japon où ils les brûlent plusieurs fois dans l'année. Enfin, plusieurs fois. Il me semble que c'est un peu à la même période à chaque fois. C'est au début de l'année, normalement, c'est mars, fin décembre, début janvier. Les plus gros, c'est le 15 janvier au Shorizanji, donc au sanctuaire. En fait, c'est le Shorizan Darumaji, donc le temple des Daruma de la ville de Takasaki où ils fabriquent la majorité des Daruma.
Et là-bas, le 15 janvier tous les ans, il y a la cérémonie principale où ils vont créer une montagne énorme de daruma et mettre le feu. Et j'aimerais trop aller voir. J'ai jamais vu non plus, j'en rêve. Ouais, moi aussi, j'adore. Mais du coup, est-ce que tu sais si là-bas, Est-ce que moi, j'ai dû remplir un formulaire de demande. Il fallait que le moine il soit dispo pour faire la cérémonie et tout, donc j'ai pas pu le faire comme ça en arrivant, tu vois. Bah alors là, il me semble que pour ces cérémonies-là qui sont vraiment tous les ans, tu peux amener pour que ce soit brûlé à cette cérémonie-là, mais tu choisis pas la date quoi. C'est à cette cérémonie donc tu sais pas officielle. Si tu peux y assister quoi. Bah tu peux y assister, mais il y a beaucoup de monde hein, globalement, et tu sais pas si ton daruma va être vraiment brûlé à ce moment-là ou si ça sera fait en fait à un autre moment, parce qu'en fonction des quantités de daruma qu'ils ont, des fois ils font en fait des pré-brûlages avant parce qu'ils en ont trop. Donc je sais que quand moi j'avais fait mes recherches, en fait de temps en temps ils en brûlent une partie en décembre, etc. Donc c'est intéressant ça. Voilà, ils doivent s'organiser. Super intéressant. Ouais, mais du coup, t'as un musée chez toi, t'en as... Ouais, des kokeshi, j'en ai genre tu dors au milieu de kokeshi Alors dans ma chambre, il y en a beaucoup moins parce que, je sais pas, il y a un truc, je me suis dit on va faire un peu plus sobre. Mais ouais, mon salon, si tu veux, je te mets des photos, c'est terrible. Oh putain. Ah ouais. Ouais, c'est beau, mon chat qui vit au milieu, tu vois. Ah oui, je l'avais pas vu. Énorme. Voilà, ça c'est vraiment, c'est un bout de mon salon. Génial. Voilà. Bah oui, du coup, vous l'aurez à l'écran. Toute cette formation que tu as, c'est vraiment par pure passion que tu es allée fouiner sur Internet, que tu passes du temps Ouais, j'ai aucune formation. Moi, la seule formation académique que j'ai, c'est j'ai une formation au cinéma, quoi. C'est énorme. Et sinon, j'ai beaucoup de livres. J'ai acheté à chaque fois que je vais au Japon, dès que j'arrive à trouver des livres sur l'artisanat, sur tout ça. En japonais. En japonais. Donc tu fais même les recherches. Ouais. Là, par exemple. Comme tu sais, je donne une conférence l'année prochaine sur les kokeshi. Oui. Et j'ai passé plusieurs semaines à, notamment pour la partie historique, pour être sûre de ne pas raconter des bêtises, de bien faire mes recherches, parce qu'on entend beaucoup de choses. Même moi, il y a beaucoup de choses que je sais, mais j'avais jamais forcément été jusqu'à m'assurer que tout ce que je racontais, tout ce que je savais était vrai. Et donc j'ai ressorti, je dois avoir une quinzaine de livres sur les kokeshi en japonais, parce qu'en français, il n'y en a qu'un seul sur les kokeshi. En anglais, il y en a quelques-uns. Il y en a 2 qui sont vraiment bien écrits par une japonaise journaliste passionnée, etc. Les autres, t'as beaucoup de trucs avec plein de conneries écrites dedans, en fait. Donc en plus, t'as fait ce travail de... Bah, l'avantage, c'est comme moi, j'ai déjà des connaissances. Je sais, en fait, je peux savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Okay. Enfin, il y a certains trucs, à part sur des points de détail où des fois, tu sais pas. Mais donc, ouais, pour les kokeshi, là, j'ai passé quelques semaines avec des piles de livres chez moi ou dans des cafés à regarder. Il y a une époque où j'avais même commencé à traduire des livres kokeshi en français. Parce que je trouvais qu'ils étaient hyper bien faits et je trouvais ça triste qu'on n'ait pas accès à ça. Ouais. Tu devrais l'écrire. Ouais, mais bon, le temps que ça prend, un jour peut-être. Un jour peut-être, tu fais tes mémoires. Mais ouais, beaucoup de temps sur Internet. Ouais. Et du coup, tu parles de conférence l'année prochaine. Est-ce que tu as des détails à nous partager ou pour l'instant, c'est pas encore... Ah bah, c'est la semaine prochaine, c'est samedi. Ah, la semaine prochaine J'avais compris l'année prochaine. Non. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, donc ce sera, samedi, je pense, déjà passé. 8. Ouais, du coup, ça sera passé. Je donne une conférence sur les kokeshi dans un petit café japonais à Anguin-les-Bains. Ah ouais? Ouais, une conférence. Ah oui, je vois. À Maison Kizuna. Oui. Pendant 1h30, 2 heures. Et en parallèle, là, par exemple, maintenant, on m'a commandé, il y a un magazine qui m'a demandé d'écrire des articles pour eux. Génial. Donc, j'en ai écrit un article sur les akabeko, sur les vaches de Fukushima. C'est un magazine spécialisé, du coup? C'est le Japan Magazine. Le Japan Magazine. Ouais. Mais du coup, voilà, ça me permet de commencer à mettre un peu un pied dans ce côté, plus professionnel. Parce que comme c'est pas du tout mon métier et que là, j'essaye désespérément de trouver un producteur à mon documentaire, à un moment, c'est bien que... Bah oui, c'est bien de faire le lien. C'est ça. T'as travaillé énormément pour mettre en place ce documentaire. Justement, tu es allée à la rencontre des artisans et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer tout le travail que tu as fait? Ouais, alors en fait, du coup, moi, au cours de tous mes voyages, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artisans et notamment de rencontrer beaucoup d'artisanes. Et je me suis liée avec beaucoup de femmes sur place parce que j'ai fait du coup 6 voyages au Japon en comptant celui de 2024. Et à chaque fois assez long. Et comme je parle un peu japonais, pas parfaitement, mais je peux communiquer assez facilement, j'ai eu le temps de discuter avec elles et je me suis rendu compte que y avait un vrai sujet sur les artisans au Japon et leur place dans
dans la société des artisans. Du coup, j'ai décidé d'abord, j'ai écrit des dossiers pour ce documentaire que j'ai voulu faire financer, j'ai pas réussi. À la fin de tout début 2024, fin 2023, début 2024. Et en fait, le 1er janvier 2024 est arrivé un super événement qui a été le très gros tremblement de terre qui a frappé la péninsule de Noto dans la préfecture d'Ishikawa. Et il faut savoir que du coup, moi, j'ai été sur la péninsule de Noto en 2023 pour un voyage de préparation au tournage. Parce que en fait, en 2023, je suis partie au Japon dans l'optique d'aller revoir des artisanes que je connaissais déjà pour leur parler de ce projet. Donc un documentaire sur la place de la femme dans l'artisanat japonais. Et d'aller rencontrer de nouvelles artisanes que je connaissais pas, dans d'autres domaines que je connaissais pas trop, et notamment la lac de Wajima, donc, qui est un village Wajima où on fait une des plus belles lacs du monde, qui s'appelle du coup le Wajima Nori. Et du coup, j'y suis allée en 2023. J'ai eu la chance de rencontrer des artisans d'un atelier qui s'appelle Kirimoto, où travaille une des seules femmes qui travaille la laque, mais qui fait la partie laquée des bols, pas la partie dessin par-dessus, pas la partie décoration. Et en fait, le 1er janvier 2024, il y a eu un très gros tremblement de terre plus de 7 sur l'échelle de Richter, qui a totalement dévasté la zone, et notamment dévasté la petite ville côtière de pêcheurs de Wajima. Et ça a été un peu un électrochoc pour moi de voir que même cet artisanat-là, qui était déjà pas en très bon état, globalement, suite à ça, il y a beaucoup de chances qu'il disparaisse entièrement. Et du coup, là, heureusement, moi, les gens que je connais sur place vont tous bien. Ils ont pu se mettre à l'abri. Soit ils n'étaient pas sur place, soit ils ont pu se mettre à l'abri. Toutes les maisons ont été détruites quasiment. Il n'y a quasiment plus aucun habitant sur place. Quoique, quand on les écoute, ça va. Mais quand on voit la situation, ça va pas. Parce que du coup, je suis retournée en 2020, l'année dernière. J'ai été sur place et c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Et en fait, en voyant ça, j'ai eu un peu ce sentiment de... peut-être que j'arrive pas à faire financer le truc, mais moi, je sens qu'il faut que j'y aille. Donc, j'ai travaillé tout début 2024 sur les films sur lesquels je bossais. Et puis, j'ai eu un truc qui n'arrive quasiment jamais pour un intermittent du spectacle comme moi. J'ai eu une visibilité un peu lointaine sur mon boulot, ce qui n'arrive jamais pour les gens qui bossent dans le cinéma, s'il y en a quelques-uns qui bossent par là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais 1 mois et demi, quasiment 2 mois de dispo de fin août à mi-octobre. Et là, je me suis dit, c'est mon créneau. Donc, j'ai su ça genre fin juin. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris mes billets d'avion, modifiables parce que je suis pas folle, je sais que les dates de tournage, ça bouge. Et en fait, du coup, j'ai décidé que j'allais partir et que j'allais tourner. Donc, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai contacté les 4 artisanes qui sont les personnages principaux du documentaire. Qui du coup, que j'ai tous rencontrés une voire plusieurs fois, etc. pour leur dire. Et puis j'ai commencé très rapidement à me dire ok, je vais aller là, sachant que sur ces 4 qui sont devenues 5 artisanes, elles sont dans des préfectures qui n'ont rien à voir. On parle de la préfecture de Miyagi dans le nord, Fukushima dans le nord, Gunma pas très loin de Tokyo, Ishikawa dans le centre du Japon et Saga à côté de Nagasaki dans le sud-sud-sud. Donc globalement, il y a beaucoup de chemin. Ouais, il y a beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de chemin. Et donc, en ayant les dates, j'ai vu que je pouvais assister à plusieurs événements, notamment un des festivals nationaux des Kokeshi. Donc, je me suis calée par rapport à ça. J'ai demandé les autorisations de tournage pour ça. Très compliqué à obtenir parce que personne ne répond à mes mails. En fait, à partir du moment où j'ai réussi à être en contact avec eux, pas de problème parce que j'avais une de mes artisanes principale, donc Tanabe Kaori, qui m'a aidée. Parce que comme c'est des gens que je connais déjà, j'ai eu d'énormes coups de pouce par rapport à ça. En fait, j'avais déjà tous mes contacts sur place. Donc ça a vachement aidé. Pareil, j'ai découvert qu'il y avait un autre événement Kokeshi un peu plus tard pendant le voyage. Et je suis rentrée en contact avec la mairie locale pour dire voilà, je veux demander l'autorisation de tournage. Je sais que c'est tel artisan, mais je sais que lui, il n'a pas d'adresse mail. Et moi, je parle pas assez bien japonais pour appeler au téléphone. Est-ce que c'est possible d'organiser ça pour moi? Ça, c'est fait. Donc, je suis passée quelques semaines avant l'événement sur place. Donc, je suis allée rencontrer tous les gens, etc. Mais donc, il y a eu globalement 2 mois de prépa assez intense, de centaines de mails envoyés en japonais, de faire tout ce qui est déjà préparer le matériel technique parce que moi je travaille dans le cinéma mais pas du tout dans la partie technique. En fait la partie organisation, aucun problème. En fait c'est mon métier au quotidien. Donc
Ça a glissé tout seul. Réserver les hôtels, puis c'était le 6e voyage sur place. Donc, et moi, j'ai fait du coup, sur mes 6 voyages, j'en ai fait 5 seuls. Et où j'ai toujours tout fait. En fait, même si je parte, ou même si j'ai des gens qui me rejoignaient, j'organisais tout moi. Donc en fait, la partie organiser le voyage, réserver les hôtels, la voiture, parce que du coup, j'ai dû louer des voitures pour tout. Vu que j'avais du matériel avec moi, la caméra, ça pèse un âne mort. Enfin, l'appareil photo, c'est assez lourd. J'avais du coup tous les disques durs pour faire les backups des images, parce que ça coûte très cher un voyage comme ça. Et j'avais pas envie de perdre les images que je filmais, donc j'avais plusieurs disques durs, j'avais du matériel son, pareil, c'est pas du tout mon métier, donc assez compliqué. Heureusement, j'ai fait mes études là-dedans, donc j'ai des amis qui sont très forts dedans, donc j'ai été très bien conseillée. Heureusement, avec mes bases, j'ai pu me débrouiller. Mais du coup, il y a eu un gros boulot de surtout prendre contact avec tout le monde, m'assurer que c'était bon, gérer que telle personne était dispo à tel moment et que, ok, là, je vais être dans telle région. Attends, il y a le Matsuri de danse traditionnelle de Hanamaki qui a lieu le week-end d'à côté. Je vais faire un crochet par là. Et tout en me disant, non, mais cette année, je vais faire ça cool. Ça partait mal, hein? Non, je te confirme que je suis partie 52 jours et j'ai tourné, j'ai été en des journées qui étaient liées au tournage 45. Et les jours supplémentaires, je montais dans un temple en haut d'une montagne, quoi. Reposant. Reposant entre elles. Ouais. Waouh. Mais donc voilà, je suis partie du coup 7 semaines au total, à la rencontre du coup de tous ces artisans-là. Et ça a été incroyable parce que déjà, j'ai été hyper bien accueillie par tous les gens avec qui j'avais organisé des rencontres. J'ai rencontré plein de gens aussi incroyables sur place. Des gens, soit, par exemple, un atelier de Matsukawa Daruma, donc les ateliers de Daruma bleus à Sendai. Je savais qu'il était là, c'est juste qu'il était tenu par des gens très âgés. Et donc, j'avais pas pris rendez-vous parce que c'était le tout début du voyage et que c'était le moment où j'étais sous l'eau, que j'avais pas eu le temps de... Enfin, voilà, je savais que... Donc, je me suis dit, je vais y aller. Je vais être très honnête avec eux, je vais voir ce qu'ils en pensent. Donc je suis arrivée sur place et je leur explique, voilà, moi en fait j'ai pour projet de tourner un documentaire pour la télé française sur la place sur l'artisanat traditionnel japonais. C'est ça que je veux faire, est-ce que vous seriez d'accord pour une interview de 10 minutes? Et au début, la mamie, elle était un peu réticente parce que c'était vraiment un couple ils avaient au moins 85 ans tous les deux. Elle s'est dit, oh purée, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, donc on discute un peu et puis là, elle me regarde, elle me fait, vous savez quoi? Ça a l'air d'être... Elle me dit, kimochi ga arimasu. Donc vous avez le sentiment, enfin ça... elle a senti que ça te tenait à cœur en fait. C'est ça, exactement. Et du coup elle m'a dit, vous savez quoi, je suis d'accord. Et là j'ai eu ce truc de... Merci. Voilà, et en plus j'étais encore très jetlaguée à ce moment-là. Donc t'imagines l'émotion qui est... Donc j'ai pu faire l'interview et puis après, voilà, ça n'a fait que continuer comme ça. Donc là t'as fini le montage, tout? Non, pas du tout. En gros, parce que... Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis partie pendant cette semaine. Je suis rentrée et 48 heures plus tard, j'étais sur le tournage de Joséphine Ange Gardien. Oh. Donc il y a eu un sans transition assez violent. Genre, je suis passée des chantés de saga à tournage de télé, qui ont été du coup, ça a été assez différent. Et en fait, le truc, c'est que je suis revenue, j'ai repris direct le boulot dans le ciné, enfin dans l'audiovisuel. Et en fait, moi, j'ai toujours pas de société de production qui me suit. Donc, en fait, là, pour le moment, j'ai tout payé en fonds propres. Donc, j'ai fait tout le tournage toute seule. Là, j'ai tout fait toute seule pour le moment. Et je commence à être un peu arrivée au bout de ma capacité de faire des choses. Moi, déjà, que je me suis improvisé plein de métiers qui n'étaient pas les miens. Et le montage, c'est des choses dont j'ai des bases, évidemment. Mais c'est un peu compliqué. Enfin, c'est même très compliqué. Je veux dire, être monteur documentaire... C'est très dur et je sens que là aujourd'hui, moi j'ai besoin... Tu te sens pas dans cette... Tu veux que ce soit fait par quelqu'un ouais. Et surtout même je sens que j'ai besoin d'une société de production derrière et d'un producteur qui sera là pour m'aiguiller sur les choix artistiques à faire. Parce que moi je suis pas réalisatrice. Là je l'ai fait avec grand plaisir parce que c'était des choses qui me tenaient à cœur, des gens qui me tenaient à cœur et que je sais qu'il y a que moi qui pouvais tourner ça parce que moi j'avais déjà ce lien avec tous ces gens-là. La majorité des artisans kokeshi, je les connaissais déjà, ou alors ils me connaissaient déjà. Les artisans d'Aruma que j'ai rencontrés, la majorité, je les connaissais déjà. Les gens de la LAC, je suis retournée à Wajima, détruit. Je suis allée voir les prêtresses du sanctuaire local, totalement détruit, où ils font la distribution alimentaire du coup depuis ce qui s'est passé. Enfin, j'étais sur place au moment où il y a eu les pires inondations que le Japon ait jamais vues. J'ai dû être évacuée, je suis revenue quand même. Et tout le monde me regardait comme un alien. Enfin, ils comprenaient pas pourquoi il y avait une étrangère qui arrivait avec sa petite voiture de loc sur place. Et je sais que, globalement, si moi j'avais pas fait ça, personne l'aurait fait à ma place. Et déjà que moi je me sentais
pas à ma place là-bas parce que j'avais l'impression que c'était voyeuriste. Et en même temps, quand je voyais la réaction des Japonais quand ils me voyaient revenir et parce qu'on se connaissait déjà, ils étaient très contents de me voir. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien de me dire, en fait, c'est important d'être là parce que même au Japon, personne ne parle de ce qui se passe à Noto. Enfin, là, je parle de Noto parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi. Ça n'a rien à voir avec les cochers où ils font la laque. Mais c'est pareil, c'est ce truc d'artisanat c'est un peu la situation qu'il y a eu après le tremblement de terre de 2011 dans le nord du Japon. Sauf qu'il y a eu un gros engouement dans le nord du Japon parce qu'en plus, on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait Fukushima en parallèle. Surtout, Et puis il y a eu beaucoup de morts et c'était une grosse zone. Et il y a une très grosse ville, Sendai, qui a été touchée. Noto, c'est une toute petite péninsule où il n'y a nulle part. Il n'y a pas d'autoroute pour aller là-bas, il n'y a pas le train pour aller là-bas. Normalement, depuis Kanazawa, la grande ville, c'est 2 heures de route. Actuellement, c'est 4, parce que la route, elle est quasi entièrement détruite. Déjà, c'était pas du tout touristique avant, là maintenant, voilà. C'est très compliqué et tout le monde s'en fiche. Et moi, j'étais là-bas et je suis tombée sur des gens qui étaient genre le symbole de la résilience. À me dire, mais nous, ça va, hein, tu sais, nous, tout va bien. Tu te dis. Et toi, t'es là en train de manger ton onigiri sur le parking d'un combini où devant toi, toutes les maisons sont entièrement détruites et tu vois encore genre les tansu, donc les meubles des gens écrabouillés sous les vestiges du toit. Et donc tu sais que dans ces meubles, il y a les vêtements des enfants. En fait, sachant que moi j'y étais en septembre 2024, le tremblement de terre c'était en janvier. En janvier. Donc il y a 9 mois qui s'étaient passés et en fait c'est tellement éloigné de tout et l'accès est tellement petit qu'ils n'arrivent pas à faire sortir les gravats. Et là, je te parle de Noto, enfin de Wajima, qui est une des grandes villes de cette zone-là. Donc imagine les petits villages. Donc en fait, c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de parler de ces gens-là, parce que, en fait, on n'en parle pas. Déjà au Japon, on en parle peu. Alors à l'étranger, on parle beaucoup de l'artisanat japonais, tu vois, les kokeshi c'est super, on parle des daruma, on parle de tous ces trucs-là, on parle de la céramique quand même un peu. Pas beaucoup, mais on en parle. Mais d'autres artisanats un peu plus private, alors que la laque c'est quand même censé, et c'est la plus belle laque du monde, enfin, il y a aussi ce truc c'est censé être très prestigieux, et là, on veut pas regarder ce fait que, en fait, si on continue comme ça, d'ici 5-6 ans, ça va il n'y a plus, totalement. parce que là, en fait, la laque, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas un atelier qui peut tout faire, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a les artisans qui travaillent le bois. Déjà, il faut que le bois, il est séché entre 6 mois et 20 ans, pour qu'il y ait un taux d'humidité assez bas pour être utilisé. Là, les stocks d'ateliers, globalement, ils ont quasiment plus rien, parce que, en fait, il y a eu le tremblement de terre qui a engendré un énorme incendie dans le centre de Wajima qui a fait brûler quasiment toutes les maisons traditionnelles qui étaient dans le centre. Donc là actuellement Wajima, tu as quelques endroits où tu as des bâtiments et le milieu, c'est vide, c'est tout, c'est brûlé. Et là quand moi j'y suis passée, ils venaient d'enlever les gravats juste de la partie brûlée. Donc il restait juste les traces au sol et les quelques bâtiments qui étaient en fer où tu as encore les squelettes à moitié fondus. C'est genre une tristesse folle. Donc, t'as la bois qui doit sécher, puis t'as les gens qui doivent tourner le bois, faire la partie des bols. Puis t'as les gens qui font les sous-couches de laque, qui sont pas les mêmes que ceux qui font les couches intermédiaires de laque, qui sont pas les mêmes artisans que ceux qui font la couche extérieure. Sachant qu'en laque de Wajima, t'as à peu près 40 couches de laque différentes. Et entre chaque couche, il y a les gens qui doivent poncer le bois. C'est pas les mêmes artisans non plus. Et après, c'est d'autres artisans encore qui vont faire les décorations qu'on appelle chinkin et maquillé. Là, juste pour avoir la capacité d'avoir des gens qui font toutes les étapes, il a fallu plus de 6 mois pour qu'un des rares ateliers qui est encore sur place s'appelle l'atelier Kirimoto, qui était du coup moi les artisans que je connaissais et qui est en fait le plus gros atelier de Wajima. Ils sont pas beaucoup, ils sont moins d'une dizaine à travailler sur place. Mais eux, là récemment, ils ont pu faire une de leurs premières expos où ils présentent des nouvelles pièces qui ont été fabriquées, parce que normalement il y a 1 an de fabrication au total pour la laque de Wajima. Et là ces nouvelles pièces, en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des anciennes laques de Wajima qui venaient de maisons qui avaient été détruites, où ils ont réussi à sauver en fait dans les gravats des anciennes pièces qu'ils ont relaquées par-dessus. Et donc ça leur a évité des étapes et c'est ça qu'ils vendent. Pour essayer en fait de montrer ce truc de transformation et cette logique, on va essayer de reconstruire un peu ce qui a été perdu. Mais du coup, c'est ça la situation de l'artisanat japonais aujourd'hui, sans parler de la situation des femmes et de tout ça. Mais
Donc tu as fait un mix aussi de ça. Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéresse au Japon, c'est de parler de l'artisanat et la situation actuelle. Les femmes, c'est très symptomatique de tout ça parce que à Wajima, là c'était en 2023 du coup, qu'on m'a dit texto, nous, alors avant le tremblement de terre, nous, l'artisanat, le lac de Wajima, on préfère que ça disparaisse, que ce soit des femmes qui le fassent. Sérieux? On m'a dit ça. Des papis? Ouais. Mais Donc, pourquoi ils justifient ça ou Parce qu'en fait, au Japon, tout ce qui est artisanat, donc c'est shokunin, l'artisan, c'est un homme. L'artisanat, c'est fait par les hommes. Les femmes, elles ont le droit de faire la décoration, elles ont le droit de faire la peinture. Même pour les kokeshi, avant-guerre, typiquement, les hommes tournaient le bois, les femmes, elles faisaient genre les visages et elles faisaient les petites fleurs. Et même pour tout ce qui est kokeshi, shingata, créa, etc., pendant longtemps, les hommes, ils faisaient les gros œufs parce que c'est un truc de mec, et les femmes, elles faisaient la partie décoration par-dessus. Mais pourquoi il y a Enfin, est-ce qu'il y a un truc... Tu sais, parce que par exemple, dans le sumo, les femmes, elles n'ont pas le droit normalement de monter sur le ring. Ouais, c'est lié aux règles. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des liens comme ça avec le Shinto qui se font? J'ai pas l'impression, de ce que j'en ai compris, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que c'est juste un truc de... C'est un truc de mec. C'est un truc historique de l'artisanat, c'est pour les hommes. C'est fait par les hommes. Et même, par exemple, je sais que... Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des artisans qui font la céramique. Mais je sais d'amies japonaises qui, elles, viennent de familles qui font de la céramique, que globalement aussi, c'est un monde que d'hommes, globalement. Les femmes, elles n'ont pas du tout leur place dedans. Ou alors en passe-temps. En fait, ça peut être, tu vois, Shumi. Ça peut être, genre, t'es à la maison, t'es la petite housewife et tu fais ça qui a son à côté. petit atelier. Okay. Mais tu n'es pas considéré comme un shokunin, comme un artisan. Tu peux pas être takumi. C'est vraiment ce truc-là. Et c'est un peu comme ça partout. Et les kokeshi, ça a été ça longtemps. Heureusement, avec le gros engouement qu'ils ont eu dans les 60-70, ils ont eu besoin des femmes parce qu'ils avaient besoin de gens pour aider à fabriquer assez. Et du coup, les femmes ont réussi à trouver leur place là-dedans. Mais c'est pas aussi simple non plus pour plein de... Parce que on sent qu'il y a quand même un petit fond, des fois, de... C'est une nana, voilà. Mais... Crédibilité. C'est ça. Mais pour la laque, c'est vraiment assez compliqué. Et après... Il y en a qui ont réussi à se moderniser, même dans la préfecture de Chicago. Moi, j'ai rencontré d'autres artisans qui font aussi la laque différemment. Et eux, au contraire, ils étaient beaucoup plus ouverts d'esprit à ce sujet-là. Et même Kielimoto, ils ont une jeune femme elle a 28 ans, je crois, maintenant, Kazane, qui fabrique sur place. Donc, voilà. Mais elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à fabriquer. À trouver, en tout cas, un poste. Alors qu'elle a fait les mêmes études que tous les autres artisans de l'école de Wajima, machin, tout ça. Donc, c'est un sujet hyper actuel, hein, parce que même dans d'autres domaines, ça reste des... T'as des histoires comme ça, dans la médecine, enfin... Partout. Non, du coup, tu l'as vraiment mis en avant sur le C'est ça. Le doc. Et c'est pour ça que, en fait, moi, mon projet de film s'appelle Shokunin-E. Enfin, c'est Shokunin-E, parce qu'en fait, Shokunin, c'est l'artisan en japonais, et juste E, en fait, c'est la peinture, tu sais, par exemple, dans Ukiyo-e. En fait, c'est le portrait, la peinture. Et donc, en fait, c'est le portrait d'un artisan, mais c'est aussi, si on fait un jeu de mots en franco-japonais, c'est shokunin, l'artisan, parce qu'il n'y a pas de féminin en japonais. Et c'est pour ça que moi, mon film, c'est de parler des artisans, et notamment de parler de ces femmes qui n'ont pas forcément leur place, mais qui, en réalité, ont trouvé une vraie émancipation là-dedans. Parce que moi, celles que j'ai rencontrées, ça les a fait renaître pour certaines. Moi, j'ai rencontré des femmes qui avaient du coup des âges hyper différents, qui allaient de mon âge, du coup, la petite vingtaine, ou la vingtaine, à 50, 60, 70 ans, qui elles ont fait ça toute leur vie ou pas, des gens qui ont changé de vie à la quarantaine, des femmes qui sont mamans, d'autres qui sont pas mamans, qui ont fait le choix de pas avoir d'enfants ou alors qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et du coup, elles ont fait ce choix, l'artisanat. Des femmes qui viennent de familles d'artisans ou pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, être une femme artisane, c'est un choix. C'est pas quelque chose qui est évident. Là où un homme, c'est une nécessité et c'est une contrainte familiale. Dans le sens où c'est une responsabilité d'être artisan quand tu es un homme. Tu viens d'une famille, ton père il est artisan, tu dois devenir artisan. Quoique des fois, il y a des artisans qui disent à leurs enfants « Non, je veux pas que tu le fasses parce que financièrement tu t'en sortiras pas, parce que c'est trop dur. » Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers qui ferment, partout, sur tout l'archipel, parce que en fait, les pères ne veulent pas que leur fils le fasse parce qu'ils trouvent que c'est trop dur et ils préfèrent que l'atelier ferme. Et aussi qui ferment plutôt que d'éventuellement former une femme. C'est ça.
Mais ça, avoir quelqu'un qui me dit un truc aussi clair qu'on veut pas de femmes devant la caméra, j'ai pas réussi. Ça l'a dit en off. On m'a dit en off, mais après... pas devant la caméra, non, il te l'a dit en ça, off. on m'a pas pu... Non, ça, c'était en 2023. Et en fait, en 2023, je suis partie sans filmer du tout. J'ai pris des photos uniquement. Parce que je voulais établir ce lien avec les gens. Parce que au Japon et puis partout, mais je trouve particulièrement au Japon avec les artisans, faut y aller. Et ouais, et moi je voulais qu'ils comprennent que j'étais pas que là pour récupérer des images. J'étais là pour créer un lien. Et du coup, je sais que même si, pour X ou Y raison, j'arrive pas à faire ce documentaire, j'arrive pas à le faire diffuser, et ben je vais continuer à avoir ce projet de continuer à les rencontrer, à quand même filmer, à récupérer ces témoignages. Parce qu'un jour ça servira. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé un compte Instagram. C'est génial. Ouais, je voulais que tu nous en parles, ouais. C'était la prochaine. Ouais, bah j'ai créé un compte Instagram là il y a quelques semaines, qui s'appelle Shokunin E aussi. Je le mettrai. Pour pouvoir parler du coup de l'artisanat japonais et de parler des artisans qui le font. Parce que moi je trouve que on sépare beaucoup l'objet de la personne qui le fait. Et en termes d'artisanat, je pense que c'est hyper important de le rattacher. Parce qu'on a cette chance dans l'artisanat japonais de justement avoir souvent les signatures, de souvent avoir les histoires et d'avoir encore beaucoup d'artisans qui sont en ville, là où en Europe, il y a quasiment plus d'artisans traditionnels sur place. Malheureusement, on a beaucoup perdu au moins l'industrialisation. Oui, c'est clair. Et du coup, il y a encore du luxe, il y a le luxe, etc. Mais on n'a plus cet artisanat folklorique, etc. On n'a plus toutes ces choses-là. Et au Japon, il y a cette chance. Et c'est des gens qui sont encore très accessibles. C'est, tu vois, moi, j'ai la capacité d'y aller. Alors certes, je les connais un peu, je parle japonais, mais c'est pas parce que moi je suis plus spéciale que quelqu'un, c'est juste que moi j'y suis allée et que j'ai fait l'effort d'aller leur parler, et n'importe qui peut le faire en fait, parce qu'ils sont hyper accueillants. Je te dis, à part le monde de la céramique qui est quand même assez fermé, où ça fait plusieurs fois que j'essaye dans différents villages, soit vers Kutani, Bizen, Arita, Imari, bah c'est compliqué de pouvoir vraiment être proche des artisans. Je pense qu'il faut faire des formations ou quoi. Et moi, je peux faire un peu de la peinture, mais avec mes deux mains, je suis pas très douée, quoi. Donc, mais ils sont pas simples d'accès. Mais ailleurs, le reste, je te dis, j'ai été... Et donc, c'est ça que je veux partager sur ce compte-là. C'est à la fois l'histoire de ces gens-là. Et donc, ce que je fais, c'est que je monte des objets. Et je publie des extraits d'interviews que j'ai fait des artisans. Okay. En fait, je récupère, en gros, mon gros boulot en ce moment lié au documentaire, c'est je retranscris, je traduis toutes les interviews que j'ai faites, parce que j'ai fait une 40aine d'interviews, entièrement en japonais. Donc c'est du boulot de dérochage et de traduction. Et en gros, pour chaque artisan, je récupère un sujet dont on a parlé ou un sujet qui m'intéresse. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai posté un truc sur Miyama Mayumi, qui est une artisane kokeshi de Siliajiro, où elle m'a raconté en quoi le lien entre l'influence du fait d'être maman sur ses pièces. Et là, pour le coup, c'est ses clients qui lui ont fait remarquer qu'en fait... il y avait un lien. Il y avait un lien. En fait, il trouvait ses pièces étaient beaucoup plus douces que par exemple celle de son mari, qui a été son maître, et qui pourtant leurs pièces se ressemblent énormément, mais trouvait qu'elle avait une plus grande douceur parce que justement elle était maman. C'est incroyable. Ou alors un autre artisan. Là, pour le moment, j'ai publié que des artisans kokeshi parce que c'est par ça que j'ai commencé. Où on me parle des lignées d'artisans. Donc en fait, le maître, en quoi, qu'est-ce qu'il apprend du maître, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Et moi, comme j'ai une assez grosse collection de kokeshi, et j'adore moi collectionner des pièces d'une même lignée, donc d'une même famille d'artisans, et comme ça je peux regarder les différences ou les similarités d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qui a été passé ou pas. La prochaine interview que je veux mettre, c'est sur un artisan qui fait la laque. Et puis après aussi je vais parler du travail du thé, du travail du papier mâché, donc soit Daruma ou Akabeko. J'ai inventé des artisans qui font du papier, enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, suivez, il y a beaucoup d'infos. Et est-ce que tu as un message à faire passer éventuellement? Est-ce que tu cherches quelqu'un qui soit intéressé pour le produire? Ouais, là je cherche un producteur de documentaires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message via Insta. Via Insta, voilà. Je mettrai la page, comme ça vous pouvez la contacter sur Insta. Donc je cherche ça, et puis surtout, si vous allez au Japon, n'hésitez pas à aller dans les petits villages et à aller rencontrer les artisans qui font plein de trucs différents, parce qu'ils sont hyper gentils et ça leur fait toujours très plaisir, même juste qu'on leur pose 2-3 questions sur qui a été votre maître, comment vous avez appris, ça fait combien de temps vous faites ça, même dans des lieux touristiques, il y en a.
Et n'ayez pas peur aussi, parce que souvent les gens ils ont peur de déranger quand ils vont au Japon. Il y a ce truc un peu solennel du maître. Bah, et puis les artisans sont très timides. Mais en fait, dès que... C'est surtout que, comme souvent ils parlent pas anglais, ils sont terrifiés de ce truc dont on va leur parler anglais. Mais en fait, juste, vous prenez un traducteur, vous mettez la question sur le traducteur, vous leur montrez, et bah généralement... Ça part parce qu'en fait, juste, ils se rendent compte qu'il y a un moyen de communication et il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai rencontré un artisan qui fait des bougies à Hida, donc Hida Takayama, dans la préfecture de Gifu. Et bah, lui, il parlait genre anglais comme une vache espagnole, quoi. Tu comprenais la moitié de ce qu'il racontait, mais il y mettait tellement d'énergie et d'une bonne volonté. Il était hyper content de voir des gens qui juste le regardaient. Qui s'intéressaient à ça. Et en fait... Et dès qu'on lui pose des questions, il partait, il était trop content, il montrait, mais attendez, je vais vous montrer, il faisait tous ces trucs, ces bougies, il sortait dans tous les sens. Il faut pas hésiter à rentrer dans les ateliers, il faut pas hésiter à poser une question, même quand on est dans une boutique, bah, en fait, souvent, les boutiques, elles sont tenues par les femmes ou par les enfants des artisans. Et donc souvent, l'atelier est juste derrière. Il suffit de poser la question à la personne qui est dans la boutique. Pour avoir accès. Pour avoir accès ou poser 2-3 questions et puis venir, mais attendez, je vais vous chercher mon mari et puis et puis de fil en aiguille. Moi, le nombre de fois on m'a invité à boire un thé ou à manger des mochis ouais, j'imagine, c'est génial. Partout, parce que juste ils sont contents qu'on s'intéresse à eux. Donc c'était ton message. C'est ça, allez les voir, ils sont gentils, ils seront contents et achetez-leur des trucs directement, croyez-moi, ça vaut rien. Et ça vous évitera de vous retrouver dans les foules de touristes. Ouais, allez dans le Tohoku. Faut aller dans le Tohoku. Tohoku, ouais. Parce qu'il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de touristes. Les gens, ils sont dans une gentillesse. Moi, j'ai trouvé que Tohoku et Kyushu, c'est là où ils sont tellement gentils, tout le monde. Il n'y a personne, à part, même nulle part, honnêtement, dans le Tohoku. J'ai jamais vu la foule, moi, là-bas. Hein. Peut-être le château de Sendai, encore, il n'y a rien. Le château de Sendai, c'est genre un grand caillou plat, c'est les restes. Donc non, il n'y a pas de touristes sur place. Et partout, ils sont trop mignons, mais c'est... Et on peut quasiment tout faire en train, même si c'est plus simple avec une voiture. Ou même à Kyushu. Ouais. Je veux dire, Fukuoka, il y a quand même... Kyushu, c'est un peu plus... Ça devient un peu plus touristique, mais dans certaines zones très précises, tu vois. Oui, parce que tu vas avoir... C'est ça, Dazaifu. Nagasaki, le centre. Et encore, il y a peu de gens qui vont jusqu'à Nagasaki. C'est vraiment le bout du monde, pour le coup. Hein. Ouais, moi, j'ai fait un... Sendai de Nagasaki en train en plusieurs étapes, mais quand même... Je sais pas si vous vous rendez compte de la distance. Le bout du monde. Et une fois en une journée, j'ai fait Kyoto, Aomori. Ça aussi, c'est loin. Hein. 7 heures. Avec 2 changements. Oh my god. Un changement, un changement. Incroyable. Mais en fait, voilà. Quand il y a plein d'endroits où en fait, c'est pas une question de vrai ou de faux Japon. Tu sais, on entend beaucoup ce truc de... Oui, le vrai Japon authentique. Entre tradition et modernité. C'est la phrase que je suis le plus dans la vie. Ouais, je crois que peu. Voilà, bref. Et c'est devenu un running gag avec genre tous mes amis savent que genre j'ai envie de vomir dans cette phrase. Mais c'est pas une question de vrai Japon parce qu'en réalité, le Japon, c'est toujours le vrai Japon. C'est plutôt, t'as le Japon plus traditionnel et t'as le Japon plus moderne. On va tous trouver au Japon... Notre compte. C'est ça, notre compte. C'est juste que... Si vous êtes saoulé par cette question de surtourisme, après qu'on nous vend à toutes les sauces alors que bon, le surtourisme au Japon... même dans les endroits touristiques, il faut faire un petit effort de tourner les rues. Ouais, exactement. Moi, j'ai des très bons amis qui sont allés pour la première fois au Japon, là, en novembre. J'avais aidé à organiser le voyage et je leur avais dit, ils m'avaient dit, est-ce qu'on va vraiment à Kyoto? J'aurais dit, honnêtement, vous seriez bête de rater. Parce que, alors certes, il y a du monde à Kyoto, mais il y a une raison pour laquelle il y a du monde à Kyoto. Oui, c'est clair. Et en fait, c'est tous ces endroits-là, parce que moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui disent « Ah, il faut pas aller à tel endroit ». Mais non, faut pas dire qu'il faut pas aller à tel endroit. Faut juste qu'il faut s'organiser différemment. Fushimi-Inari, il y a du monde. Et tu te lèves à 6h du matin, tu mets les pieds là-bas à 7h, tu montes, à 9h, t'as fini ton truc. Là, tu peux récupérer tu peux acheter un omamori et tu pars. Et puis tu vas faire autre chose à un autre moment. La nuit aussi. Ou la nuit. Parce que c'est un autre délire, mais la nuit aussi. C'est ça. Et il y a le festival des lanternes en juillet au Fushimi-Inari, c'est magnifique. La nuit. Et puis en plus, il n'y a jamais personne sur la montagne au moment du coucher du soleil parce qu'ils sont flippés du fait qu'il y ait les Katawale Doki. Et du coup, ils ont peur qu'il y ait Kami qui vienne leur dire bonjour à ce moment-là. Surtout le renard, c'est quand même un délire. Hein. Oh, le kitsune, c'est un farceur. Mais voilà, en fait, il suffit juste de s'organiser mieux. Mais tous ces petits trucs de Japon un peu improbables, moi je pense que ça sert à rien de les garder, parce qu'on a beaucoup ce truc aussi de il faut gatekeeper, donc il faut genre garder pour nous les endroits secrets. C'est vrai. Sauf qu'en fait... C'est très français ça par contre. Ouais, grave.
Je comprends pas. Parce qu'il y a ce truc de, on fait pas, genre on rend C'est pas notre service, petit spot. on rend pas service aux Japonais qui sont sur place. Parce Parce que ça les aide. ils ont besoin d'avoir des touristes. Ils vivent de ça, la majorité d'entre eux quand même, parce que les campagnes, elles se dépeuplent vachement. Ils ont du mal à attirer même des Japonais à cet endroit-là. Que quelques touristes y aillent, quoi. Honnêtement, ça fera mal à personne. Et puis s'il y en a 2-3 qui vont passer un peu moins de temps en bas du Kiyomizu-dera, c'est pas grave, ou du Kinkakuji. Ils vont voir ailleurs un peu plus longtemps, quoi. Autant étaler un peu, ça fera plaisir à tout le monde. Ouais. Voilà, mais donc l'artisanat, c'est cool. Vous avez eu énormément de trucs là. Voilà. Entre l'artisanat et les conseils de tourisme, là, tu nous as tout fait. Merci en tout cas. Le savoir que tu as et la passion, avec en plus le fait que ce soit vraiment pas une formation de base, mais que ce soit toi qui sois allé passer des heures comme une geek sur Internet, franchement, ça fait... Je pense que cette vidéo, elle est hyper intéressante. J'espère. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'était très intéressant. Oui. Moi, j'ai appris énormément. J'espère que vous aussi. Ouais. Donc, comme d'hab, hein, abonnez-vous, suivez pour plus de vidéos. Et si jamais tu as des news pour le documentaire, tu nous dis. Ouais, avec plaisir. J'espère, je croise les doigts. On croise tous les doigts pour toi. Merci. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Ciao.